bien. Bien, bonjour à tous. Christine Bazin, chargée de mission, enfin chargée de professionnalisation à Montfort. Donc, j'ai en charge effectivement de mettre en place la professionnalisation des acteurs de la formation, de l'orientation et de l'emploi. Et donc, nous avons choisi pour sujet la FAST parce que bon, c'est un sujet qui est relativement récent et qui a été donc intégré à la réforme de 2018. Et il nous a paru intéressant de pouvoir mieux cerner justement ce dispositif, donc d'en cerner les contours et notamment sa mise en œuvre. Donc un rapide rappel concernant cette réforme. Donc n'oubliez pas que bon, cette réforme a modifié l'apprentissage et la formation professionnelle et a impacté fortement les pratiques des entreprises, des salariés et des prestataires de formation. Donc, d'autre part, cette réforme a simplifié aussi la définition de l'action de formation afin de permettre le financement de nouvelles formes d'acquisition de compétences, notamment dans le cadre de la formation à distance, mais aussi donc en situation de travail. Donc, cette modalité de formation qui existe malgré tout depuis un certain temps, mais donc n'avait aucun cadre législatif mis en place. Or, la réforme de 2018 s'est appuyée aussi sur un dispositif, en fait, sur une expérimentation AFAS de 2015 à 2018 pour intégrer justement ce dispositif à la loi de 2018 à travers son décret d'application de décembre 2018. Mais alors, finalement, qu'appelle-t-on une action de formation en situation de travail? Est-ce une modalité de formation venant enrichir la palette existante? Et surtout, bien, quelles sont les conditions de mise en œuvre de cette AFAS? Moi, je pose aussi la question de savoir est-ce que l'on peut imaginer l'AFAS comme une alternative dans les combinaisons d'ingénierie de dispositifs, de parcours, de formation, de financement. Alors, pour tenter de répondre au moins à ces deux questions, nous avons donc invité Sylvie Morin-Lagrange, chargée de mission à RAC Bourgogne-Franche-Comté, et Alexia Boyot-Gencourt, conseillère en formation continue au JPSTLV, pour tenter de répondre à ces questions. Et donc, je les remercie très fortement toutes les deux d'avoir accepté de répondre à ces enjeux. Et donc, je vous souhaite la bienvenue aussi à tous à cette visioconférence et surtout, n'hésitez pas à poser toutes les questions. C'est important et je pense que la FAST a un avenir assez proche de développement et permettre l'enrichissement ou développement de la formation qui est très, très important. Donc, merci à tous et puis donc, bienvenue aussi. Et donc, je laisse la parole à Alexia et à Sylvie. Merci. Merci Christine. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va s'employer à répondre justement aux questions que tu viens de poser durant ces 2 heures. Peut-être avant de démarrer, un petit temps de présentation. Moi, je m'appelle Sylvie Morin-Lagrange, je suis chargée de mission auprès de l'ARACT Bourgogne-Franche-Comté. En 2 mots, l'ARACT, de quoi il s'agit? Donc, c'est l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. On est en fait une association paritaire. On fait partie d'un réseau ANACT, Agence nationale, et ARACT, 16 ARACT dans les régions de France et dans les DOM-TOM. Donc paritaire, c'est-à-dire que on travaille beaucoup sur les questions de conditions de travail, de dialogue social, mais aussi de performance des entreprises, c'est-à-dire comment on prend en compte à la fois les conditions de travail des salariés, mais aussi les questions de performance des entreprises dans une logique de dialogue social, et puis surtout en prenant en compte les mutations du travail à différents niveaux. Et dans les conditions de travail, là je vais faire court et rejoindre la thématique AFES, dans les conditions de travail, il y a aussi comment je peux être compétente dans mon travail, et notamment via la formation, et comment je peux y trouver du sens. Voilà, donc et on parlera, effectivement, Christine en a parlé en introduction, de l'expérimentation nationale et du rôle qu'on a pu avoir, nous, dans ce cadre-là.
Et donc Alexia Boyot-Jeannecourt pour le JPFTLV de Bourgogne. Donc pareil, en un petit mot, le JPFTLV de Bourgogne, c'est un organisme qui travaille sur l'accompagnement des professionnels de la formation au sens très large, qui est présidé par la rectrice de l'Académie de Dijon. Donc on travaille dans la sphère du ministère de l'Éducation nationale, mais avec un accompagnement qui est très très large au niveau des acteurs. Et en termes de thématiques prioritaires de travail, on est surtout positionné sur l'approche par la compétence, sur la multimodalité, sur la prise en compte des évolutions de l'environnement juridique, sur la certification, l'ingénierie de certification. Et donc forcément, on a été amené à travailler très tôt sur l'action de formation en situation de travail dans le cadre d'un partenariat avec la RACT Bourgogne-Franche-Comté. Et donc moi, je vais revenir plutôt en lien avec Sylvie sur l'aiguillage juridique, on va dire, puisque c'est mon cursus et ma spécialité. Donc on va débuter cette conférence. Merci à tous d'être présents. Donc on rappelle simplement assez rapidement le programme. L'objectif, c'est bien de s'approprier, comme Sylvie et puis Christine l'ont évoqué, une définition de l'action de formation en situation de travail, savoir ce que c'est et ce que ce n'est pas, savoir dans quel environnement on peut la mettre en place, comment elle s'intègre dans un parcours avec éventuellement même d'autres modalités pédagogiques, quelles sont les représentations, quels sont les enjeux, les bénéfices qu'on peut en attendre. Et puis, quels sont les éléments pour structurer une démarche du point de vue de l'ensemble des parties prenantes, parce qu'on va voir qu'il y a plusieurs acteurs qui sont intéressés par la démarche de l'AFEX et que c'est un travail collectif qui se met en place. Donc, vous avez pu voir une petite vidéo en amont, peut-être que tout le monde ne l'a pas vue, mais on reviendra dessus, où on posait quelques première question sur la FEST. Aujourd'hui, on va revenir sur le contexte de mise en place, sur l'expérimentation, sur le cadre juridique. On va donner des points de repère. On va essayer de prendre des illustrations, des exemples de mise en place, soit complètement fictifs, soit réels, d'actions de formation en situation de travail pour que vous voyez comment ça s'intègre dans le cadre de parcours organisés de façon complètement différente. On se posera la question, bien sûr, de la faisabilité de l'opportunité, du financement et des bénéfices. Sachant que, bien sûr, on attend maximum de questions que vous pourriez avoir, ou des remarques, ou des partages d'expériences. Le chat est à votre disposition, hein, c'est la petite rubrique conversée en bas de votre écran. Vous pouvez le faire à tout moment. On a prévu, nous, 2 temps de questions-réponses un peu plus ciblés, à peu près en milieu de conférence et en fin de conférence, où vous pourrez même rouvrir les micros. Et puis en complément possible, mais ça je pense que Christine en dira un mot en fin de conférence, il y a des parcours de mise en œuvre de la FEST qui peuvent vous être proposés en lien avec Amphore. Voilà, alors pour se lancer, hein, ce qu'on vous propose, c'est de nous dire, enfin plus précisément de nous écrire, justement de manière spontanée, quand on parle d'AFEST finalement, à quoi ça fait référence pour vous? Qu'est-ce que ça évoque de manière spontanée? Alors, on va vous demander de noter votre idée clé ou un mot qui vous vient plus spécifiquement à l'esprit. Quand on parle d'AFEST, à quoi cela fait référence pour vous? Et puis, on fera un petit débriefing rapide. Alors, bien sûr, pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, c'est vraiment la spontanéité qui prime. Alors, un processus pédagogique innovant, compagnonnage, le stagiaire au centre, entreprise, transmission de compétences, une méthode pédagogique de formation et d'accompagnement, pratique professionnelle, le respect du temps d'apprentissage, processus pédagogique, innovation. On vous laisse encore peut-être une minute. Parcours individualisé de formation. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Apprentissage.
Apprentissage, parcours individualisé de formation, innovation, processus pédagogique, respect du temps d'apprentissage, pratique professionnelle, transmission de compétences, entreprise, le stagiaire au centre, compagnonnage, innovant et un processus pédagogique, montée en compétences. Alors pour les personnes qui nous rejoignent, je crois qu'il y a certaines personnes qui viennent d'arriver et nous rejoindre, on est en train de se dire, quand on parle d'AFEST finalement, de manière spontanée, qu'est-ce qui vient comme ça, quelle idée clé, hein, et on vous invite à le noter dans le chat pour que ça nous lance sur le sujet. Alors on a transmission de savoir-faire, montée en compétences, explicitation, réflexivité. D'autres personnes qui nous rejoignent. Ok. Alors, tout le monde a pu compléter. Je laisse encore un tout petit temps et puis... La palette est large. Hein. La palette est large, oui. Voilà, donc Alexia, en parallèle, a fait un nuage de mots, hein, avec effectivement, alors on a aussi d'autres éléments qui sont arrivés, valoriser le développement des compétences en entreprise et adaptation au poste en situation réelle de travail. Donc effectivement, il y a plein d'éléments que vous avez évoqués et sur lesquels on va revenir durant ces 2 heures. Effectivement, alors j'ai fait une synthèse en prenant un mot-clé parce qu'effectivement, il y a des choses très précises dans votre approche déjà. Oui. Alors sur le côté innovation qui ressort fortement, le côté innovation et pédagogique, on aura l'occasion d'y revenir. Alors la FEST, c'est quelque chose d'innovant, mais qui finalement peut-être existait déjà par ailleurs, mais pas avec une reconnaissance telle que celle qu'on a aujourd'hui. Mais on peut trouver des entreprises qui faisaient de la FEST ou qui font de la FEST sans forcément le savoir. Mais en tous les cas, ce qu'on va voir, c'est que maintenant, on a un cadre législatif qui permet et qui reconnaît tout ça. On est à la fois sur l'approche compétence, le côté pratique, le processus. Effectivement, vous verrez que la FEST, il y a différentes étapes et que ça rentre dans un processus. Différentes étapes qui sont beaucoup, on le voit dans ce que vous avez noté, en lien avec une étape prépondérante au cœur de la FEST, qui est la phase réflexive, et où effectivement cette phase réflexive, vous le notez là, on est sur de l'entretien d'explicitation. Effectivement, on retrouve bien les spécificités du volet et pédagogique et le volet, ce qui fait le cœur de la FEST, c'est-à-dire les 2 grandes parties sur lesquelles on va revenir. La mise en situation, travail à des fins pédagogiques, l'entreprise qui est au cœur du process, et puis les temps de recul nécessaires à l'explicitation et ces fameuses phases de réflexivité. Donc vous avez déjà tous les ingrédients de la FEST. Après, il faut les formaliser par rapport au cadre juridique et par rapport, comme Sylvie vient de le dire, aux démarches à mettre en œuvre, parce qu'on n'est pas, même si ça ressemble au compagnonnage ou à de la formation sur le tas, sur quelque chose qui n'est pas formalisé. Tout à fait. Et puis, avec à quoi ça sert finalement, là aussi, il y a des éléments sur lesquels vous commencez à arriver. Et vous avez raison, adaptation au poste en situation réelle de travail, valoriser le développement des compétences en entreprise. On apprend par le travail, et là, effectivement, c'est un axe de reconnaissance. Et puis, transmission de savoir-faire. Là, on est aussi sur un lien, un chemin direct lié à la FEST. Voilà. Bon, c'était riche déjà. Alors justement, pour essayer de reprendre les premiers éléments qui nous ont
fait démarrer cette conférence, ce qu'on vous propose, c'est de commencer par la définition et le cadre juridique de l'action de formation en situation de travail. On va commencer par un retour sur l'expérimentation qui a donné lieu ensuite à la prise en compte de la FEST au niveau juridique. On va bien sûr expliciter le cadre et puis essayer de prendre un maximum d'exemples, d'illustrations pour que vous puissiez bien percevoir le sens de la FEST et le lien qu'elle peut avoir avec d'autres modalités pédagogiques. Et bonjour Voilà. à ceux qui nous rejoignent Bonjour, oui. en parallèle. Alors, on va remonter un petit peu dans le temps. Alors, à l'époque où on ne connaissait pas le coronavirus et où nous vivions tous avec beaucoup de liberté. Mais on va remonter avant 2015, puisque cette expérimentation nationale autour de la FEST, F-E-S-T au départ, elle a débuté fin 2015. En amont, l'idée, c'était de se dire que il y avait un contexte autour de ça, c'est qu'il y en avait une situation qui était assez paradoxale en apparence, c'est-à-dire qu'on savait que le travail, il était reconnu comme un véritable vecteur d'apprentissage, un véritable vecteur de développement de compétences, mais que finalement, l'action de la formation en situation de travail en tant que telle, elle n'était pas ou peu reconnue par le législateur. Donc ça, c'était le contexte un peu de départ. L'idée de lancement de cette expérimentation, c'était vraiment de caractériser les contours et les conditions d'installation d'une formation en situation de travail qui remplissent plusieurs conditions. L'idée, c'était déjà de se dire il faudrait que cette formation en situation de travail, elle soit reconnue par la réglementation comme une véritable action de formation. Première idée. Deuxième idée, il faudrait qu'elle soit, et ça, voilà, c'est du bon sens, mais c'est important, qu'elle soit vraiment efficace aussi bien en termes de processus pédagogique qu'en termes de développement des compétences. Et puis enfin, un autre axe, et pas des moindres, c'est qu'elle soit praticable pour les différentes parties prenantes et notamment pour les TPE-PME. Donc c'est vraiment aller sur les contours d'une action de formation en situation de travail qui répondent à ces trois axes et essayer de caractériser justement les conditions d'installation d'une potentielle action de formation en situation de travail, puisqu'à l'époque de l'expérimentation, on ne savait pas si elle allait pouvoir être au final reconnue par le législateur. Donc, cette expérimentation nationale, elle a été pilotée par la DGEFP, donc en partenariat avec le FPSPP, avec le COPANEF et avec le CNEFOP. Nous, réseau ANACT, on était présents en assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire qu'on était chargé du suivi et de la capitalisation. Alors, suivi et capitalisation de quoi ? Finalement, des projets réels à FEST qui étaient portés par les OPCA volontaires à l'époque, en lien avec les consultants ou organismes de formation qui travaillaient donc sur les projets avec les OPCA. Cette expérimentation, elle s'est donc déroulée de fin 2015 jusqu'à 2018. D'après ce que vous voyez sur la slide, donc on a eu 21 expérimentations, c'est-à-dire 21 projets portés par 11 OPCA. Ça a concerné en tout 50 entreprises. Alors 50 entreprises dont une grande majorité d'entre elles, vous savez, on était sur l'objectif TPE-PME, on avait 74% pour être exact, d'entreprises qui avaient moins de 50 salariés et 26% de plus de 51. On était multi-secteur d'activité, c'est-à-dire que on allait de l'industrie agroalimentaire au zoo, en passant par la salle de cinéma et en poursuivant par les commerces divers et variés. Donc vraiment multi-secteur. Au sein de ces 50 entreprises, on a eu des AFEST montés pour 70 bénéficiaires. Alors 70 bénéficiaires avec des bénéficiaires qui étaient des salariés déjà en poste dans la structure ou des salariés qui arrivaient, qui étaient en phase d'intégration ou d'insertion dans l'entreprise. On a même eu donc des contrats en alternance, on en a eu 8
des contrats d'insertion 5 et des contrats saisonniers également. Et on était, pour ces 70 bénéficiaires, sur 58% d'entre eux qui avaient un niveau 5 ou inférieur à 5. Voilà, pour vous donner un peu l'idée du périmètre de cette expérimentation. Et donc, cette expérimentation, elle a été aussi, et ils ont joué un rôle important, suivie par un comité technique et scientifique. Donc, avec des spécialistes de l'ingénierie, de la pédagogie, de la didactique professionnelle. On avait en Bourgogne-Franche-Comté, par exemple, Patrick Maillin, on avait Anne-Lise Ullmann, Paul Santenman, etc. Enfin, on avait vraiment des experts du domaine qui étaient présents tout au long de cette expérimentation nationale. Au final, elle a donné lieu à un rapport, un gros rapport, qui fait plus de 270 pages et qui reprend à la fois ce qu'il en est ressorti, mais qui reprend aussi, et ça c'est un aspect vraiment intéressant de ce gros rapport, elle reprend les monographies, c'est-à-dire elle reprend chacun des projets de manière détaillée, ce qui s'est passé, à qui ça s'adressait, dans quel contexte on se trouvait, etc. Donc c'est assez éclairant d'aller regarder ce qui s'est écrit dans ces monographies. Et puis sinon, si vous ne voulez pas lire les 270 pages, existe également une synthèse des enseignements de la FEST, de l'expérimentation, qui fait une douzaine de pages. Voilà, donc ce rapport est sorti en 2018. Document qu'on pourra vous envoyer, en tout cas au moins la synthèse avec le support, puisque la question a été posée avec le support qu'on utilise aujourd'hui. Ouais. Et cette expérimentation qui a révélé quand même beaucoup de bénéfices, même si elle a révélé aussi nécessairement des points de vigilance, a permis aussi aux législateurs d'aller plus loin dans la réflexion. Ça fait plusieurs années qu'il y avait des réflexions sur intégrer davantage encore l'expérientiel dans les modalités pédagogiques. Et donc, du coup, ça a débouché à une vraie reconnaissance juridique en 2 étapes. La première étape, c'est la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, septembre 2018. On retouche à la définition de l'action de formation. D'ailleurs, on ne parle plus d'action de formation, mais on parle de parcours de formation. Il y a une définition qui précise, qui est donnée par le Code du travail, qui dit que l'action de formation, c'est un parcours pédagogique qui permet l'atteinte d'un objectif professionnel ou de plusieurs objectifs professionnels. Et on retrouve dans l'alinéa suivant du même article du Code du travail la consécration de 2 modalités pédagogiques particulières, puisque la loi dit la formation peut être réalisée en tout ou partie à distance, donc possibilité de formation distancielle, mixte, ou en situation de travail. Et on voit arriver donc cette fameuse AFEST, action de formation en situation de travail, dans le Code du travail, comme une modalité pédagogique d'organisation d'un parcours. Donc c'est bien une modalité pédagogique qui s'inscrit dans un parcours, et ça veut dire que toute action de formation en situation de travail répond déjà aux critères de la loi qui sont les critères généraux, c'est-à-dire qu'elle est bien organisée avec un parcours pédagogique, c'est-à-dire une logique de progression. On va mesurer via un positionnement les acquis, les connaissances d'une personne au démarrage. On va mettre en place un process pour viser des objectifs professionnels, un ou plusieurs, et on va veiller à ce que ce process permette l'atteinte des objectifs professionnels qui seront, et cette atteinte, ce degré d'atteinte sera mesuré en fin de parcours. Il peut y avoir des évaluations intermédiaires, mais à minima, il y a une évaluation en fin de parcours qui permet de dire est-ce qu'on a réalisé ou pas les objectifs professionnels qui étaient positionnés au démarrage. Donc, en ce sens-là, l'action de formation en situation de travail, c'est une modalité pédagogique, entre guillemets, comme une autre, qui vient compléter l'arsenal à la disposition des ingénieurs de formation et des ingénieurs pédagogiques pour mettre en place des parcours au service d'une formation adaptée au public. On peut donc trouver ces modalités-là sur tout type d'actions de formation. Il y a 4 grandes catégories d'actions de développement des compétences dans le Code du travail, des actions de validation des acquis d'expérience, des actions de bilan de compétences, des actions d'apprentissage, des actions de formation, c'est-à-dire toutes les autres. On va pouvoir déployer la FEST en lien avec des actions de formation. On pourra éventuellement aussi déployer dans le cadre d'actions d'apprentissage. On verra que la FEST peut se déployer sur différents supports en termes de conventionnement et de prise en charge.
mais on va aller vérifier que le parcours suppose bien et est organisé avec des moyens techniques, des moyens humains et des ressources pédagogiques. Puisqu'en fait, tout ce qui vaut pour un parcours pédagogique au sens large vaut également pour l'action de formation en situation de travail. Donc, il y a bien une formalisation qui est attendue dans le cadre de la mise en place d'une action de formation en situation de travail, ce qui l'éloigne de ce qu'on appelle souvent la formation sur le tas. Ça, c'est la première étape. À cette brique-là, il a été ajouté une brique supplémentaire puisque l'action de formation en situation de travail, c'est pas une action en présentiel classique. Donc, il a fallu cerner les conditions de mise en œuvre et puis voir quelles pouvaient être les modalités de preuve, comment on allait vérifier la bonne réalisation de ce type de parcours. Donc, un décret est venu expliciter ce que la loi avait dit de façon générique. Donc, vous avez 2 articles dans la partie réglementaire du Code du travail qui explicitent avec 4 grandes conditions les éléments à mettre en œuvre pour qu'on puisse avoir un parcours d'action, ou une action de formation avec cette modalité d'action de formation en situation de travail intégrée. Il y a 4 grands axes sur lesquels on va revenir un peu plus en détail. Il faut d'abord qu'il y ait eu en amont une analyse de l'activité de travail, éventuellement avec une adaptation des situations de travail qui sont dégagées à des fins pédagogiques, parce que toute situation n'est pas forcément apprenante, parce qu'il faut travailler les aléas, la diversité des situations. Ensuite, il faut désigner au préalable un formateur qui va exercer une fonction tutorale, qui va exercer une fonction d'accompagnement. Il faudra nécessairement mettre en place des phases réflexives. Donc, vous l'avez évoqué dans la petite phase de brainstorming. Vous avez parlé de ces phases de questionnement par rapport aux mises en situation, qui sont très importantes et puis qui sont le cœur de la feste. Et puis, comme on est sur un parcours classique au sens de la loi, il faut des évaluations qui peuvent être spécifiques à la mise en place de cette modalité d'action de formation en situation de travail et qui vont soit jalonner le parcours, surtout si le parcours est relativement long, soit en tous les cas le conclure de façon à évaluer l'atteinte des objectifs professionnels. Alors Sylvie va peut-être compléter, mais il faut qu'elle réactive son micro. Effectivement, ça ira mieux. Donc oui, pour revenir sur les 4 cadres qu'Alexia a évoqués, sur la mise en œuvre de l'action de formation en situation de travail. Donc ça passe effectivement par une analyse de l'activité de travail. Ça veut dire qu'il faut aller voir vraiment le travail pour monter une action de formation en situation de travail. C'est-à-dire que le matériel pédagogique de base, c'est la situation de travail en tant que telle. Et donc, une situation de travail dans une entreprise X ne sera peut-être pas la même situation de travail qu'une entreprise Y. C'est-à-dire qu'on a des éléments propres à la culture d'entreprise, à son fonctionnement, à son organisation, à ce qui fait qualité ou réussite dans le travail au sein de cette entreprise, et que donc on ne peut pas, ou en tous les cas c'est pas le but, monter une action de formation en situation de travail hors sol. Il faut qu'on soit vraiment au contact du travail réel. C'est là-dessus que... Ce qui exclut par exemple le travail simulé aussi, qui nous éloigne de la sphère réelle du travail. C'est ça. Donc ça, c'est le point d'ancrage important. Il faut bien sûr désigner un formateur, alors qui peut, ce n'est pas une obligation, mais qui peut exercer une fonction tutorale. Ce formateur, il peut être interne à l'entreprise, il peut être aussi externe. C'est-à-dire que, on y reviendra plus loin, mais pour une entreprise, s'approprier et mettre en œuvre une ou des AFEST d'emblée, c'est un peu compliqué au départ. Alors, sauf pour celles qui, on le disait tout à l'heure, qui le font déjà sans le savoir finalement, et qui ont déjà eu l'occasion de tester tout ça. Mais en tous les cas, le mettre en place directement, c'est quand même un peu compliqué. C'est plutôt bien de faire appel à quelqu'un pour un accompagnement à FEST, pour déployer la méthode, pour travailler la réflexivité, etc. dans un premier temps. Donc, ce formateur, il peut être interne ou externe. C'est-à-dire qu'il peut être externe avant de devenir interne aussi. Troisième axe fort, la mise en place, Alexia le disait, de phases réflexives.
Alors, les phases réflexives, c'est un grand mot, hein, c'est vraiment des phases de prise de recul sur ce qui vient de se passer lors de la mise en situation. C'est vraiment un échange alors qui se veut constructif sur finalement qu'est-ce qui s'est passé durant la mise en situation, de quoi l'apprenant aurait eu besoin, qu'est-ce qu'il a constaté, sur quoi il a raisonné. Enfin, c'est vraiment prendre un temps d'échange autour de la situation de travail. Je vous avoue que moi, de mon point de vue d'ARACT, je trouve ça très porteur parce qu'on se rend compte que dans les environnements de travail, on court tellement partout, dans tous les sens, on ne prend plus le temps de s'arrêter et puis d'échanger autour du travail, autour des situations de travail. Et ce qui est vraiment intéressant dans la FEST, c'est que cette séquence réflexive, c'est un temps privilégié pour pouvoir échanger sur ce qui s'est passé lors de la situation de travail et pour que l'apprenant puisse avoir des repères sur des critères, sur des gestes, sur des raisonnements, sur des points de vigilance. Et le tout en étant distinct de la séquence évaluative. C'est-à-dire que la séquence de réflexivité, elle est vraiment là pour échanger sur ce qui s'est passé. Et puis aussi, pour avoir des repères sur ce qui finalement fait référence. La référence, c'est ça. Ça peut être une photo, ça peut être une vidéo, ça peut être une pièce. Si on est dans l'industrie, ça peut être une pièce. Voilà, ce qui fait qualité au niveau de la pièce ou pas. Enfin, c'est prendre vraiment un temps pour aller plus loin sur la situation de travail qui est abordée dans le cadre de la FEST. Et puis, dernier élément, effectivement, les évaluations spécifiques des acquis de la formation qui jalonnent ou qui concluent l'action, puisqu'effectivement, le but, c'est l'acquisition des compétences. Est-ce que les compétences sont acquises au regard du positionnement qui avait été fait bien en amont? Et sur tous ces éléments-là, il y a des formes de traçabilité. Les critères étant posés par le texte, c'est à la fois pour cerner le périmètre de l'action de formation en situation de travail et dire ce qu'elle n'est pas. C'est pas de la formation sur le tas, c'est pas du tutorat classique, c'est pas un stage pratique en entreprise comme on peut le connaître. C'est quelque chose de particulier, c'est une modalité à part entière. Et sur chacun de ces axes, on attend, par rapport à la mise en place, le fait qu'il y ait un certain nombre d'indices, de preuves qui prouvent la réalisation de cette action. On va y revenir après, mais sur les différents éléments, on va collecter des preuves, que ce soit sur la phase amont de l'analyse du travail, que ce soit sur les phases réflexives ou sur les évaluations. Il y a autant de matériaux qui seront à garder en lien avec le fait qu'on est quand même sur un parcours avec des possibilités de contrôle, des possibilités certes de financement, mais ce qui suppose des formes de formalisation et de documentation qui peut être très variée. Sylvie a évoqué des vidéos, ça peut être des vidéos, etc. On va y revenir. Alors, le plus simple est peut-être d'essayer de matérialiser cet AFEST dans certains contextes d'entreprise, de passer tout de suite à un stade d'illustration pour essayer de remettre en exergue les particularités, le pourquoi c'est bien adapté dans certains cadres et ça l'est peut-être moins dans d'autres. C'est ça, on va essayer de rendre les choses concrètes. On va se projeter au sein d'un cabinet vétérinaire, puisque là, c'est un des projets qui a été travaillé dans le cadre de l'expérimentation. Donc, la FEST qui a été montée au sein de cabinet vétérinaire, elle portait sur la contention des animaux. C'est-à-dire comment, pour l'auxiliaire vétérinaire, qui est le bras droit du vétérinaire en cabinet, comment mettre en place une contention animale. Donc, c'était vraiment ça qui était travaillé. Alors, pourquoi c'est cette AFEST-là qui a été travaillée? Tout d'abord parce que c'est une situation de travail sur laquelle il est important d'être formé parce qu'elle a des impacts à plusieurs niveaux. Alors, premier niveau, celui qui concerne l'apprenant ou l'apprenante. Alors, cette situation de travail est très importante parce que c'est une situation clé. C'est-à-dire que quand vous êtes vétérinaire, vous devez réaliser une injection, vous devez intervenir vis-à-vis de tel ou tel animal, vous devez préparer une chirurgie, etc. Enfin, cet acte de contention, il est présent de manière très régulière et il a un véritable impact sur la qualité de l'acte qui sera réalisé au final.
C'est-à-dire que si votre acte de contention, au départ, ne rassure pas l'animal ou même son propriétaire, parce qu'on verra que ça se joue à plusieurs niveaux, ça peut également avoir des impacts sur la qualité de l'acte qui sera réalisé. Si votre chien ou votre chat est nerveux, ne se laisse pas faire, voilà, le vétérinaire ne peut pas agir comme il voudrait, enfin bref, c'est un peu compliqué. Ça impacte aussi, bien sûr, la qualité de la relation qu'il peut y avoir avec les propriétaires, s'ils sentent que la contention n'est pas bien réalisée. Et puis, si on va encore plus loin, ça peut impacter l'image de marque de la clinique vétérinaire. Sans oublier les questions de sécurité, si effectivement la contention n'est pas faite comme il le faudrait et que malencontreusement on a une morsure pour l'auxiliaire ou pour le ou la vétérinaire. Donc on voit qu'il y a des impacts à plusieurs niveaux, aussi bien pour la structure que pour l'apprenant. C'est très important de se former à proximité de la situation réelle de travail parce que, je vous l'évoquais tout à l'heure, au sein d'un cabinet vétérinaire X, on va avoir une organisation bien particulière. On va ranger les différents instruments de travail à un endroit bien spécifique. On va avoir une manière de se comporter avec les clients et avec les animaux, qui ne sera pas forcément la même que dans un autre cabinet vétérinaire. On va avoir des habitudes, c'est-à-dire que le vétérinaire, il connaît déjà un certain nombre d'animaux, il connaît leurs propriétaires, il connaît les réactions, il sait déjà ce à quoi il faudra être attentif parce qu'il connaît déjà bien le caractère de l'animal, par exemple. Et donc, tout ça, ça montre que ça va avoir un impact sur la qualité du travail derrière et sur la qualité de la compétence de l'apprenant dans cette situation de travail finalement. Est-ce que l'apprenant aura les bons repères pour faire face à ce type de situation? Donc, ça montre que c'est vraiment important de se former à proximité de la situation réelle de travail. Ce qui est important aussi, c'est la prise en compte de la variabilité des situations. Si vous intervenez sur un jeune chaton ou si vous intervenez sur un gros labrador, au-delà aussi des questions de caractère, etc., enfin voilà, la contention, elle est très différente. Donc, il y a une variabilité des situations qui est importante à prendre en compte et qui montre que se former au cœur de la situation de travail, c'est important. Et puis enfin, je vous l'évoquais, des repères qui sont prépondérants, aussi bien pour l'apprenant et pour le cabinet vétérinaire, pour travailler en toute sécurité aussi l'un vis-à-vis de l'autre. C'est ça qui va jouer aussi un rôle prépondérant. Donc avec l'exemple, vous avez déjà les ingrédients en fait qui permettent de mesurer dans quel cas la FEST paraît être une solution envisageable, voire une solution très intéressante parce qu'il y a des variabilités de situation, parce qu'il y a une image, une culture d'entreprise particulière, parce qu'il y a des choses qu'il faut voir et travailler directement au plus proche de la situation de travail qui est particulière au cabinet en question. Tout ça sont des éléments clés pour choisir entre une action de formation en situation de travail ou peut-être une autre modalité pédagogique, puisqu'on pourrait imaginer que si la réglementation de la contention ou le b.a.-ba en termes de gestes, on peut l'apprendre en consultant un manuel. Là, ça va beaucoup plus loin, puisqu'on va aller chercher en termes de compétences une approche qui est totalement autre. Et ça nous amène vers les caractéristiques fondamentales de l'action de formation en situation de travail, ce qui en fait le cœur et la spécificité par rapport à d'autres modalités. Oui, tout à fait. Donc, au cœur de la FEST, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, on retrouve vraiment une alternance qu'on va réitérer autant de fois que nécessaire de deux séquences qui sont distinctes, mais qui sont vraiment articulées. La première, c'est la mise en situation de travail qui est préparée et organisée à des fins pédagogiques. Alors peut-être que dans notre cabinet vétérinaire, on va commencer par une mise en situation pour se mettre un peu en confiance et puis trouver les premiers repères communs sur une injection sur un chaton. On va commencer doucement et puis on va monter progressivement vers des situations qui vont être de plus en plus complexes. Donc cette mise en situation de travail préparée et organisée à des fins pédagogiques, on va la coller, alors soit à chaud, soit un peu plus à froid, à une séquence donc réflexive,
qui vise vraiment à la compréhension des raisons de l'action. Pourquoi j'ai agi de telle manière dans tel contexte? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire si la situation avait été un peu différente? Si l'animal avait réagi différemment, qu'est-ce qu'il aurait fallu que j'ajuste et pourquoi? Donc ça, c'est ce qui va être travaillé finalement avec le formateur AFEST. C'est vraiment dans l'idée de trouver des repères et surtout, non pas de reproduire, mais surtout de comprendre les raisons de l'action. Donc, dans cette séquence réflexive, on va y retrouver aussi ce qui fait référence. C'est-à-dire ce qui fait référence dans l'expérimentation, par exemple, on a vu que le vétérinaire était là en filet de sécurité. C'est-à-dire qu'il s'était donné, par exemple, un code avec l'auxiliaire vétérinaire, et quand l'auxiliaire vétérinaire sentait que, entre guillemets, la situation lui échappait un peu, elle avait une manière de prévenir le vétérinaire pour que le vétérinaire reprenne la situation et que ce soit gérable. Donc, il y avait vraiment un filet de sécurité qui était installé entre eux. Et après, ils retravaillaient cet élément ensemble dans le cadre de la séquence réflexive. Ce qui était intéressant aussi dans cette expérimentation, c'est qu'ils ont pu filmer les séquences. C'est-à-dire qu'ils ont pu ensuite aller identifier ce qui avait fait que l'auxiliaire vétérinaire n'avait pas pu mener la contention comme elle avait prévu de la mener. Parce que dans le geste, dans la manière dont elle tenait l'animal, etc., eh bien, il y a quelque chose qui ne s'était pas fait de la manière dont ça aurait dû être fait au départ. Et ils ont pu vraiment en échanger avec le formateur qui était le vétérinaire pour pouvoir réajuster pour les autres situations. Donc, on reprend aussi ce qui fait référence dans la situation de travail pour donner des repères à l'apprenant. Donc, on est vraiment sur l'alternance, mise en situation de travail préparée et organisée à des fins pédagogiques, et puis séquence réflexive pour mieux comprendre les raisons de l'action associées. Effectivement, alors après, on essaiera de l'appliquer à d'autres mises en situation que ce premier exemple pour voir concrètement quels savoirs et quelles compétences peuvent être travaillées dans ce cadre-là. Après, on voulait refaire un petit focus sur les acteurs de l'action de formation en situation de travail. La particularité de cette modalité, et c'est l'enjeu un peu du schéma que vous voyez apparaître, c'est de mettre vraiment l'apprenant au cœur de la démarche. L'apprenant, et il a un rôle fondamental dans le processus d'action de formation en situation de travail. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit volontaire et motivé, parce qu'en fait, il est le propre producteur ou coproducteur de son parcours de formation. Donc, la réussite, on va dire, et puis la progression pédagogique dépend aussi de la façon dont lui se positionne dans son rôle d'apprenant. Autour de lui, bien sûr, il y a plusieurs acteurs. Il peut y avoir des acteurs uniquement à l'interne de l'entreprise. Alors déjà, il est fondamental que le volet de direction, c'est-à-dire le dirigeant de l'entreprise ou les managers de proximité et les managers de proximité, le service RH quand il y en a un, soit partie prenante de l'action de formation en situation de travail. C'est important qu'il y ait une communication à l'interne de l'entreprise sur la modalité qui est mise en œuvre, sur le parcours, sur comment c'est monté, comment ça va se mettre en place. Pourquoi? Parce que il faut aménager les conditions de travail, parce que la personne, l'apprenant, il est en situation de travail, il apprend tout en produisant en quelque sorte, mais il faut quand même que son employeur, que l'entreprise accepte le droit à l'erreur, ça fait partie du processus pédagogique, et accepte de desserrer un petit peu l'étau de la production, c'est-à-dire qu'il va être en situation de travail, il va produire, il va exercer sa situation de travail, c'est en même temps une situation d'apprentissage, mais il produira peut-être pas de façon aussi optimale que le salarié qui est là en poste depuis des années et puis qui n'est pas sur le même processus. Il y a forcément ce droit à l'erreur qui fait partie de l'acte formatif. À côté, donc, on a ce fameux formateur qui est en accompagnement, qui peut exercer une fonction de tuteur. Donc, on l'a dit, Sylvie l'a rappelé tout à l'heure, ça peut se faire totalement à l'interne, comme on peut être accompagné par un organisme de formation et qui va faire bénéficier l'entreprise de son expertise et de son accompagnement. Par contre, il est important que le salarié qui va jouer ce rôle d'accompagnement soit volontaire.
toujours pareil, hein, puisque il faut qu'il soit dans une démarche proactive et positive d'accompagnement. Il faut que lui-même réalise le type d'activités de travail qui vont être celles que l'apprenant va avoir à réaliser. Hein. Il doit être partie prenante aux différentes situations de travail qui vont être exercées, en tout cas bien les connaître. Il faut qu'il soit aussi dans une posture qui est une posture qui n'est pas une posture par exemple de dirigeant ou de sachant qui pose la compétence en disant moi je fais ça, c'est comme ça, etc. Il est plus dans la posture inverse de l'accompagnement. Hein. Il doit laisser l'apprenant prendre position et faire ses propres choix pendant la mise en situation, et puis il doit l'aider à réfléchir pendant les phases réflexives. Donc il doit l'aider à prendre du recul, ce qui est impossible si lui-même il est dans une position d'expert et qu'il ne sort pas de sa position d'expert. Il doit être en capacité d'expliciter sa propre pratique, sa propre démarche, ce qui fait référence dans l'entreprise pour poser les questions qui vont permettre à l'apprenant d'évoluer. Et puis, il faut qu'il ait le temps de le faire. Donc ça, c'est un critère par rapport au formateur, mais c'est aussi un critère par rapport à l'équipe de direction. Ça fait le lien avec le fait de desserrer l'étau, entre guillemets, de la production. Il faut laisser le temps à la FEST et le temps aux différents interlocuteurs pour que l'accompagnement soit le plus positif possible. Donc, un autre acteur, mais qui est plus en dehors de la sphère de l'entreprise, sont les opérateurs de compétences. Les opérateurs de compétences peuvent être aussi dans l'accompagnement des entreprises, alors soit directement, notamment sur des phases de pré-diagnostic par des conseillers au sein des opérateurs de compétences, soit avec des consultants qui travaillent en lien avec l'opérateur de compétences. Ils peuvent être aussi des acteurs du financement, on y reviendra tout à l'heure, et appuyer l'entreprise par rapport aux preuves de la réalisation. Donc on a toute une sphère d'acteurs, sachant que cette sphère travaille au service de l'apprenant qui est au cœur de l'action de formation en situation de travail. Alors, pour que vous visualisiez tout ça dans un contexte et dans différents contextes même, parce que la FEST est possible pratiquement dans tout type d'entreprise, dans tout type d'environnement, on a travaillé avec Sylvie sur des exemples donc, qui sont des représentations possibles de parcours par rapport à certains objectifs. On ne peut pas dire qu'il y a une AFEST type, il n'y a pas un parcours AFEST type, il y a des AFEST, des parcours. On peut imaginer la FEST seule, c'est un parcours à part entière. On peut imaginer un parcours où vous avez de la multimodalité. Vous allez avoir une partie en action de formation en situation de travail et une autre partie sur du présentiel classique ou sur de la formation à distance. Et puis après, vous pouvez avoir des parcours longs qui mêlent différentes modalités pédagogiques avec en plus la question de la certification et du lien nécessaire avec un référentiel de certification. Donc on va essayer d'illustrer ces différentes possibilités avec des personnages et les parcours qu'on pourrait leur proposer. Voilà, donc nous allons aller à la rencontre de Kevin. Hein, là, on sera sur un parcours avec une AFEST seule, entre guillemets. Donc Kevin qui travaille dans une entreprise de travaux paysagers depuis 2 ans. Qui aimerait bien, il en a fait part au responsable de l'entreprise, qui aimerait bien aller sur l'axe maçonnerie paysagère. Donc, on a une équipe au sein de cette entreprise de travaux paysagers qui est vraiment dédiée aux travaux de maçonnerie paysagère. Donc, Kevin aimerait pouvoir rejoindre cette équipe. Et par ailleurs, il aime beaucoup ça parce qu'il est en train de faire des travaux dans sa maison et que tout ce qui est maçonnerie et tout ça, voilà, il a l'occasion de tester en direct à titre personnel. Donc, il est effectivement dans cette entreprise, mais pas encore sur cette activité. Donc, il peut être intéressant de monter une AFEST, effectivement. Donc, la FEST se monte sur la maçonnerie paysagère et plus particulièrement sur les activités de pavage et de dallage. Donc, une première mise en situation à FEST. Donc, le positionnement a été fait, bien sûr, en amont avec Kevin. Puis, une première mise en situation. Première mise en situation, on est chez un particulier pour une terrasse pavée à l'intérieur de laquelle on va imbriquer aussi
des végétaux. Donc, on est vraiment sur de la maçonnerie paysagère. Donc, cette mise en situation se déroule. Et ensuite, l'analyse réflexive se fait. Là, le formateur à FEST pour Kevin, c'est le chef d'équipe maçonnerie paysagère. Alors, qu'est-ce qui va être travaillé dans le cadre de l'analyse réflexive? Eh bien, ce qui va être travaillé, c'est déjà l'environnement de travail. Par rapport à la cour, à la terrasse de ce particulier, par rapport au terrassement, par rapport à la nature du sol. Est-ce qu'on est sur un sol plutôt mou ou pas, et dans quel cadre il faudra envisager la pose justement des pavés. On va aussi revenir dans la phase réflexive sur le type de matériaux, sur les outils à utiliser, et puis bien entendu sur les étapes à suivre, et notamment l'étape de piquetage en amont, qui joue un rôle fondamental sur la qualité derrière finalement de pavage de cette terrasse. Donc ça, ce sera la première mise en situation. Deuxième mise en situation, on change d'environnement et Kevin va à nouveau réaliser des travaux de pavage et de dallage, mais vraiment dans un autre contexte. Cette fois-ci, il doit réaliser un parterre devant la mairie d'une commune. Même chose, en imbriquant des végétaux aussi. Alors par contre, c'est un environnement assez passager. Et puis, autre élément d'importance, le maire est très présent pour le suivi des travaux. Très présent, omniprésent. Donc, ce qu'on n'avait pas au niveau technique sur la première mise en situation, qui est un peu différent, effectivement, on passe d'un particulier à le parterre devant la mairie d'une commune. Donc déjà, techniquement, c'est différent. Et puis aussi, dans la réalisation du travail et dans la situation de travail en tant que telle, il y a aussi des différences. Parce qu'effectivement, il y a du passage autour, donc il y a des éléments de sécurité, etc. à prendre en compte par rapport au chantier. Et puis, il y a aussi le risque d'être régulièrement coupé dans la réalisation de ces actions par le maire qui veut savoir où ça en est, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que ça se passe bien comme prévu, etc. Donc, on est vraiment au cœur de la situation de travail au sein de cette entreprise. Donc, l'analyse réflexive qui va se faire sur cette deuxième mise en situation devant la mairie, elle va porter effectivement là aussi sur l'environnement, là aussi sur les outils et sur les étapes, mais elle va aussi porter sur les différences notables par rapport à la première mise en situation. C'est-à-dire que là, on parlait de variabilité des situations, là on y est. La situation n'est pas la même. Il faut gérer en parallèle et rassurer le maire. Il faut s'assurer d'une sécurité encore plus drastique que sur la mise en situation 1. On peut être aussi déconcentré par les passants qui viennent nous demander ce qu'on est en train de faire, etc. Donc là, on est vraiment au cœur de la situation réelle de travail et on est sur une AFEST qui se réalise seule. À la fin de ces deux mises en situation et des analyses réflexives qui ont eu lieu à distance, le chef d'équipe va réaliser une évaluation pour voir si les compétences qui étaient identifiées au départ sont acquises, en voie d'acquisition ou non acquises. Au regard de cela, soit il évalue en disant que les compétences sont acquises, soit s'il y a nécessité de remettre en place une mise en situation pour aller sur telle ou telle compétence qui reste encore à acquérir, il pourra remettre en place une autre mise en situation pour finaliser le parcours à FEST seul. Voilà, donc ça c'était Kevin en parcours à FEST seul. Alors, d'un parcours à FEST seul, on peut éventuellement imaginer un parcours à FEST avec d'autres modalités. Donc là, on vous propose un autre exemple, cette fois-ci de suivre le parcours de Nadia, qui est assistante commerciale depuis une dizaine d'années dans une entreprise du bâtiment. Et son objectif professionnel, c'est de se former à la réponse aux appels d'offres, donc au marché public, parce que on est sur une dématérialisation accrue, parce que l'entreprise dans laquelle elle travaille travaillait plutôt au départ avec des particuliers et puis cherche à aller cette fois-ci vers des marchés avec des collectivités publiques. Alors, elle a été formée
quand elle est arrivée sur son poste de travail il y a 10 ans sur la procédure de marché public, mais finalement, elle n'a jamais pratiqué ou quasi jamais pratiqué et se pose la question de réactualiser ses connaissances et de travailler ça par rapport à l'organisation d'entreprise qui a aussi beaucoup évolué. Donc là, la problématique, c'est que le faisceau de connaissances et de compétences à acquérir, il est relativement large parce que il y a des éléments qui touchent du volet réglementaire, hein, le code de la commande publique. Il y a des choses qui touchent au positionnement de l'assistante commerciale par rapport notamment à ceux qui maîtrisent le volet technique de la réponse au marché, hein, comment va se faire le mémoire technique. Donc finalement, ce qui paraît intéressant par rapport à l'objectif de formation de Nadia, c'est de monter un parcours qui est un parcours imbriqué avec une partie au démarrage à distance et ensuite une action de formation en situation de travail. Donc elle est positionnée au démarrage bien sûr sur ses acquis. Elle commence par un module à distance qui va lui permettre de revoir toute la réglementation des marchés publics, de reprendre des choses sur lesquelles forcément 10 ans après il y a eu énormément d'évolutions, hein, donc toute la nouvelle réglementation, les systèmes de co-traitance, de sous-traitance, la signature électronique, la dématérialisation. Donc avec tout un système d'évaluation lié à cette première partie à distance. Et ensuite, pour bien coller à la réalité de l'entreprise et à l'organisation, se met en place donc une action de formation en situation de travail avec comme formateur le chef d'entreprise, hein, son employeur qui est également celui qui maîtrise en fait la stratégie commerciale, hein, c'est lui qui gère le volet commercial de développement de l'entreprise du bâtiment, c'est une petite structure. Donc il va y avoir là le cœur de la feste, c'est-à-dire des mises en situation sur poste, où elle va travailler la constitution d'un dossier de réponse par rapport à un cahier des charges existant, donc notamment sur le volet candidature, valoriser la candidature de son entreprise, savoir trouver les documents utiles, tenir des tableaux de bord pour avoir les chiffres d'affaires et les éléments qui sont nécessaires à la réponse pour pouvoir anticiper, gagner du temps, etc. Donc il va y avoir plusieurs, là on n'a pas redécomposé, mais il y aura forcément plusieurs situations de travail différentes, hein, plusieurs mises en situation, avec à chaque fois ce retour réflexif ces retours réflexifs qui vont permettre de travailler les points de vigilance, notamment par rapport à la lecture du cahier des charges. Donc l'employeur va questionner dans sa posture de formateur à FEST ce point-là du cahier des charges, comment tu l'as interprété, pourquoi tu as mis à disposition tel document dans les annexes et pourquoi pas tel autre document. Réflexion aussi sur le fait d'avoir véritablement fait une vérification avec un système de checklist, ou est-ce que l'assistante a utilisé sa propre organisation qui peut être complètement différente. Elle stabilote des parties du cahier des charges, elle renote pas la checklist au risque peut-être d'oublier quelque chose. Pourquoi elle a fait telle ou telle action, comment elle a réussi à faire le lien avec la cellule technique, parce qu'il faut bien sûr qu'elle organise la remontée des informations, tout ça dans des délais. Les délais de marché public sont courts, donc il faut qu'elle puisse avoir anticipé en amont la date butoir de remise, comment elle a récupéré la signature électronique, enfin voilà. Et puis surtout, étant donné qu'on est dans l'objectif qu'elle soit complètement opérationnelle par rapport à ce cœur de réponse à l'appel d'offres, comment elle prendrait en compte les éléments qui ont été vus pour une prochaine réponse. Quels sont les éléments, les points de vigilance. Voilà. Donc, une fois qu'on aura travaillé quelques situations clés avec les phases réflexives, on va être après sur l'évaluation globale du parcours qui permettra, donc avec l'addition des deux modalités, d'avoir travaillé à la fois le volet uniquement connaissance et le volet savoir-faire procéduraux, maîtrise du cadre de l'entreprise, organisation relationnelle avec les services, etc., etc. Donc avec un accompagnement bien sûr tout au long par le formateur à FEST qui est le dirigeant. Ça permet de se concentrer sur la phase AFEST, sur ce qui fait les spécificités du travail dans le cadre de cette entreprise-là par rapport au type de cahier des charges qui vont être ceux sur lesquels elle va avoir à travailler.
Oui, tout à fait. Alors, autre parcours un peu différent, donc avec à la fois de la FEST et puis d'autres modalités. Sur les 2 précédents exemples, on était sur des profils salariés déjà présents dans l'entreprise. Avec Alexia, on a travaillé cet exemple en imaginant donc Denis qui était demandeur d'emploi et qui se lance dans un parcours de formation financé par la région, avec le but d'obtenir donc le CAP serrurier métallier. Ça veut dire que Denis va réaliser des stages en entreprise, et ça veut dire aussi que, alors ce serait l'idéal, mais ce ne sera pas forcément le cas, il ne sera pas forcément recruté à la fin de son cursus. Donc, son parcours, il va se mener de la manière suivante. Il y aura là aussi un positionnement fait par l'OF en amont du parcours. Il aura donc des formations en présentiel ou en atelier en tant que tel auprès de l'OF, où il va aller sur des éléments tels que la lecture de plans et dossiers techniques, la sécurité, le contrôle qualité, tout ce qui touche à la connaissance des matériaux. Et puis en parallèle, il va avoir donc des périodes en entreprise qui représentent 14 semaines dans le cadre du CAP serrurier métallier. Alors comment on peut faire rentrer la FEST là-dedans? Alors dans le parcours qu'on a imaginé nous, on s'est dit qu'effectivement là la FEST elle pouvait être intéressante sur la partie usinage et assemblage des pièces, avec notamment des pièces acier et aluminium. C'est-à-dire que sur la partie stage en entreprise, la FEST, elle pourrait être vraiment là pour mettre la focale sur une ou plusieurs situations de travail qui vont être très importantes pour l'employabilité future de Denis. Pas forcément au sein de cette entreprise, même si voilà, ce serait l'idéal, mais en tous les cas, sur les clés de lecture que ça va pouvoir lui donner pour la suite quand il postulera auprès d'autres entreprises. C'est-à-dire, il peut être imaginé de travailler l'usinage, l'assemblage, etc. en atelier en lien avec l'OF. Ce qui est intéressant dans la FEST pour aller sur cette activité-là, c'est qu'on est vraiment là aussi au cœur de la situation réelle de travail. C'est-à-dire avec un centre d'usinage bien particulier, qui aura des équipements bien particuliers, qu'il faudra apprendre à découvrir et dont il faudra apprendre à se servir. On sera dans un environnement avec là aussi peut-être des collègues, du passage, du bruit, des pièces bien particulières à usiner pour des clients bien particuliers qui auront des critères, des indicateurs de qualité dont il faudra prendre compte. Il faudra aussi savoir gérer l'usinage dans un temps précis. C'est-à-dire que y a des habitudes de travail au sein de l'entreprise et on a un temps bien défini pour réaliser la pièce. Alors bien sûr, Alexia le disait, quand on est en AFEST, il faut, entre guillemets, pouvoir desserrer les taux de la production. On n'est pas en activité déguisée de production via la formation. C'est-à-dire qu'il faut se donner plus de temps pour apprendre, donc pour la mise en situation, et surtout pour y revenir lors de la séquence réflexive. Et ce qui est vraiment intéressant, et à travers cette focale qu'on peut mettre sur cette activité-là avec la FEST, c'est au travers de la séquence réflexive de se dire, alors, voilà, sur ta pièce, vous savez, on parlait de la référence tout à l'heure, sur ta pièce usinée, voilà ce qu'on voit, voilà ce qui peut être critère de qualité, voilà ce qui peut être amélioré, mais pas dans un but de dire c'est acquis, c'est pas acquis, mais vraiment dans un but de dire voilà ce qui fait référence, et pour que tu arrives à ce qui fait référence et à ce qui fait qualité dans le travail, voilà les aides qui pourraient être utiles en termes de gestes, en termes de positionnement des équipements, en termes de, bien entendu, on n'en a pas parlé, mais aussi de savoir-faire de prudence, c'est-à-dire comment préserver aussi sa santé sur un certain nombre d'activités, c'est-à-dire attention à la manière dont on positionne ses mains, etc. Parce que là, même si on a des équipements de protection, ça peut être
un peu dangereux, hein. En tous les cas, c'est vraiment prendre le temps d'aller plus au cœur de cette focale de situation de travail qui sera quand même fortement utile, même si ce n'est pas dans cette entreprise, mais qui donnera des vraies clés de lecture pour une future entreprise et pour une employabilité à venir. Donc on a essayé d'illustrer 3 types d'organisation, vous l'aurez compris, hein. La FES, elle est forcément intégrée dans un parcours puisque c'est un parcours en tant que tel, hein. C'est une modalité qui s'intègre dans un parcours puisque la loi dit que toute action de formation est un parcours au service d'objectifs professionnels. Mais on peut imaginer donc une action de formation en situation de travail seule, avec une formation à distance comme on l'a vu sur les marchés publics, ou éventuellement dans un processus certifiant beaucoup plus long avec des temps en centre un peu classiques, des temps spécifiques à FES et puis nécessairement après des temps plus classiques de période en entreprise qui sont d'ordre du stage pratique de mise en œuvre qui sont liés aussi au référentiel de la certification. Donc tout est imaginable, hein, c'est l'ingénierie du montage du parcours qui va être au service de l'atteinte des objectifs et de l'individualisation par rapport à la personne. Donc, si on devait résumer les éléments de définition qu'on a vus ensemble pour terminer cette partie, puis ouvrir ensuite un temps de questions-réponses, on a vu ensemble que la FEST, c'est une véritable action de formation qui prend appui sur des situations réelles de travail. Donc, c'est, comme l'a dit Sylvie, la situation de travail qui est le matériau pédagogique principal de la FEST. C'est une modalité qui peut exister seule ou qui peut être mêlée à d'autres modalités dans un parcours. Il ne faut pas se dire qu'elle est exclusive, mais au contraire qu'elle est complémentaire à d'autres modalités pédagogiques et qu'elle ne vient pas en remplacer d'autres, qu'elle vient s'ajouter pour avoir plus de richesse dans le cadre des parcours. C'est une modalité qui alterne des situations de travail qui sont organisées à des fins pédagogiques pour avoir le maximum de variations d'environnement, d'aléas, etc. Et toujours en lien avec ce qui fait référence dans le travail, comme l'a dit à plusieurs reprises Sylvie, ça c'est essentiel, notamment dans la partie des phases réflexives qui sont organisées. Et puis, c'est une modalité comme toutes les autres qui suppose que les acquis soient évalués, même si l'évaluation peut être spécifique à l'action de formation en situation de travail. Et c'est une modalité qui doit être accompagnée. Donc, vous allez avoir un formateur qui est désigné, qui est volontaire, qui a le temps d'accompagner le processus. Donc, on n'est pas du tout, même si souvent, soit il y a des amalgames, soit il y a des représentations, on n'est pas du tout ni sur de la formation sur le tas, qui là pour le coup n'est pas du tout organisé, il n'y a pas de processus en amont, hein. On a un problème sur Excel, on a un collègue qui vient nous aider, qui nous montre une petite manipulation sur Excel, ça c'est de la formation sur le tas, la FEST c'est pas ça. Ce n'est pas de la validation des acquis de l'expérience, même s'il peut y avoir du lien. Dans la validation des acquis de l'expérience, on n'est pas sur un processus pédagogique avec l'acquisition de connaissances, on est sur la reconnaissance des compétences et des connaissances qui sont acquises et qu'on valorise par rapport à un référentiel de certification. Par contre, c'est vrai qu'une démarche AFEST, quand elle a été mise en place, elle permet de retravailler les compétences, elle permet de les verbaliser, de les formaliser, donc ça peut être quelque chose d'intéressant après à réexploiter dans le cadre d'un accompagnement VAE. On n'est pas non plus sur du tutorat classique par rapport à l'organisation qui est mise en place. On n'est pas, vous l'avez bien compris, sur une modalité de mise en pratique, un stage classique en entreprise, puisque là, c'est la situation de travail qui arrive en premier lieu et c'est la situation de travail qui est directement apprenante et c'est pas une mise en œuvre de ce qu'on a appris en organisme de formation dans le cadre de l'entreprise. On n'est pas sur du travail simulé, on doit s'en éloigner puisqu'on doit partir du matériau brut qui est la situation de travail. Donc on est bien sur une action de formation qui est préparée, organisée et on n'est pas sur de l'informel. Alors peut-être que cette synthèse va appeler pas mal de questions de votre part ou des remarques. Donc on ouvre un premier temps de questions-réponses avant de passer à la suite sur la mise en œuvre de la FEST. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour vos questions. Donc on en a une première. Est-il possible de faire une AFEST pour développer des compétences comportementales, par exemple une posture managériale pour un futur manager ou un manager en devenir ?
Alors, faire une AFES pour développer des compétences comportementales, alors tout dépend ce qu'on met derrière compétences comportementales. Alors, imaginons technique de management. Je pense que l'exemple, Ouais, c'est sur la posture du manager. oui, tout à Alors, c'est fait. très vaste, technique de management. On pourrait parler de compétences transversales. Je vous disais tout à l'heure que dans les expérimentations, on avait eu des expérimentations réalisées dans le secteur du commerce et que par exemple, l'accueil du client, la manière dont on va se comporter vis-à-vis du client, etc., le conseil qu'on va pouvoir apporter, il est certes technique, mais il est aussi relationnel. Il y a une manière d'aborder le client propre aussi à la culture du commerce, etc. Et ça, du coup, c'est vraiment inhérent à la situation de travail en tant que telle. Et ça y trouve toute sa place. Après, alors faire une AFES pour une posture managériale pour un manager en devenir, il peut être, à mon avis, intéressant, tout comme on l'a vu pour le dernier exemple de Denis. De pouvoir, par exemple, bénéficier à travers une AFEST de l'expérience d'un manager pour qui ça fonctionne bien. Mais c'est l'expérience d'un manager pour qui ça fonctionne bien dans un environnement donné, hein, c'est-à-dire en lien avec des orientations d'entreprise, avec une culture d'entreprise, avec des objectifs à atteindre, avec une connaissance de son équipe. Donc ça, si vous voulez, ça me semblerait intéressant d'aller là-dessus, c'est-à-dire de se dire, ben tiens, oui, je suis en train de faire un stage en management, je suis en entreprise, on peut peut-être monter une AFES sur, je donne un exemple, hein, l'animation des réunions d'équipe du lundi matin. Parce que dans la séquence réflexive, il peut être très intéressant d'aller questionner à la fois ce qui s'est passé dans la réunion d'équipe, au regard de ce qui a été discuté, au regard des orientations de l'entreprise, au regard du planning à venir, etc. Et que ça peut être, on parlait de points de repère, la FEST c'est aussi pour donner des points de repère à l'apprenant, et que ça peut être des vrais points de repère associés à une situation de travail qui derrière vont pouvoir l'aider dans la suite de son parcours de futur manager, par exemple. Effectivement, on peut envisager même peut-être un parcours qui mixe ce volet-là que tu évoques, Sylvie, et puis peut-être en amont, si, alors tout dépend en fait du positionnement de la personne au démarrage, c'est-à-dire si c'est quelqu'un qui n'a jamais fait d'encadrement, qui est vraiment sur la découverte de la façon de manager, on pourrait imaginer qu'en amont, il y a eu un travail plus classique sur une autre forme de pédagogique, hein, sur du présentiel ou sur une formation à distance, pour qu'il y ait les premiers éléments sur les techniques managériales et qu'après, on adapte la FEST sur ce que tu évoquais, Sylvie, des particularités dans le cadre positionnement du manager sur notamment, par exemple, l'animation de réunion, comme l'exemple que tu évoquais. Mais en tous les cas, c'est bien le mettre en correspondance avec l'environnement de travail, avec le contexte de travail et pouvoir monter en compétence là-dessus, c'est-à-dire la compréhension de ce qui fait le management du travail finalement, hein. Ce ne serait pas l'idée de reproduire exactement ce qui a été vu dans ce cadre-là, mais de se dire, tiens, j'ai les clés de lecture, j'ai les clés de réflexion de ce qui s'est passé dans ces situations de travail-là, et ça peut m'aider pour la suite de mon parcours. Alors, autre question. Dans le cas de Kevin, lorsque le dirigeant décide de reprogrammer une nouvelle situation de travail, quelle est la conséquence sur la convention qui va lier l'organisme de formation et l'entreprise? Alors là, ça va dépendre un petit peu du montage. C'est-à-dire que là, on vous a fait le montage d'un point de vue purement pédagogique au niveau de l'ingénierie de formation. On n'a pas fait le lien derrière avec la prise en charge, le type de conventionnement qui était organisé par rapport à Kevin, hein. Donc c'est surtout lié à ce volet-là, c'est-à-dire que ça dépend si ça a été monté entre
guillemets, pour faire simple, sur le plan de développement des compétences de l'entreprise, ou si c'est Kevin qui a activé son compte personnel de formation parce que c'était quelque chose qui était prégnant pour lui sur son temps de travail et qu'on a mobilisé ce cadre-là, c'est-à-dire que s'il y a un financement particulier qui permet de mettre en place le parcours de formation AFEST, il va falloir appliquer les conditions liées à cette modalité de prise en charge financière. Et en tous les cas, par rapport à l'organisme de formation, si c'est fait à l'externe, effectivement, ça voudrait dire que l'accompagnement va être renégocié et qu'il y aura potentiellement un avenant à la convention d'origine pour continuer l'accompagnement si c'est nécessaire. Ou autre possibilité, l'organisme de formation, il a été là pour accompagner plutôt avec un regard de procédural, c'est-à-dire la mise en œuvre du parcours AFEST au démarrage, les premières mises en situation, les premiers temps réflexifs, comment on capitalise l'épreuve. Et ce temps d'accompagnement, il a suffi à l'entreprise qui peut ensuite internaliser. Et donc, du coup, il n'y a pas besoin de renégocier une convention avec un organisme de formation pour la suite. Là, tout est possible en fait sur le cas de Kevin, tout dépend de la façon dont on monte le parcours et en termes de prise en charge et sur le lien avec l'organisme de formation. Autre question, est-il possible d'intégrer une AFEST à un contrat d'apprentissage? Alors oui, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation expérimentale, PROA, promotion reconversion par l'alternance, tous les dispositifs, je leur dirai tout à l'heure sur le financement, c'est une modalité pédagogique. Donc comme toute autre modalité pédagogique, elle peut se mettre en place sur tout type de dispositif de prise en charge. Après, c'est pas forcément efficient, ça dépend des objectifs professionnels et des objectifs de formation qui sont recherchés, ça dépend du profil de la personne, de l'entreprise d'accueil, ça dépend de beaucoup de paramètres. Peut-être Sylvie, tu veux compléter sur le volet professionnalisation, apprentissage? Alors, sur le volet professionnalisation, apprentissage, ça peut être vraiment opportun, là aussi, comme on le disait tout à l'heure, pour mettre la focale sur une situation qui serait une situation vraiment porteuse sur le côté développement de compétences, etc. Sur une situation vraiment intéressante à aller décrypter, à aller contextualiser, etc. Et qui peut apporter beaucoup derrière à l'apprenant. Parce que voilà, on va prendre un temps d'analyse de l'activité et de séquences réflexives pour aller plus loin sur cette situation-là. Donc, ça peut être vraiment opportun. Oui, complètement. C'est vrai qu'après, l'opportunité et la faisabilité sont à étudier dans tous les cas dans le détail. C'est d'ailleurs ce qu'on verra par la suite. Autre question, y a-t-il une durée minimum, maximum d'AFEST? Quel est le niveau de diplôme ou de qualification accessible par ce biais? Alors, durée minimum ou maximum, dans l'absolu, non, sauf dispositif de prise en charge particulier. Donc, on en revient à des questions plutôt juridiques que pédagogiques. C'est-à-dire que si, mettons, vous mettez en place une AFEST dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, la durée minimum d'un contrat de pro, c'est 150 heures. Donc, vous êtes astreint, si c'est la seule modalité, mais ce ne sera pas la seule puisqu'il y aura une période forcément en entreprise, vous êtes astreint à toute la réglementation juridique liée au dispositif de prise en charge sur lequel vous mettez en place l'AFEST. Après, il peut y avoir des durées conseillées. C'est pas forcément des processus qui sont très longs. Tout dépend des situations de travail clés qui ont été choisies et de la nécessité de les réarticuler plusieurs fois avec ce fameux cycle mise en situation, temps réflexif, mise en situation, temps réflexif. Il peut y avoir des choses d'une certaine durée, assez longues, comme des choses beaucoup plus courtes. Je me retourne vers Sylvie à titre qui a peut-être un exemple en tête, mais il n'y a pas de durée moyenne d'AFEST. Non, pas de durée moyenne d'AFEST. Alors néanmoins, comme on est sur des situations qui demandent à être explicitées, etc., on va avoir quand même un temps à y apposer. Je voyais aussi sur la question du diplôme et de la qualification accessible par ce biais, ça c'est une vraie ouverture intéressante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de limite par rapport à ça. C'est ouvert à tous et toutes.
Oui, effectivement. Il y a pas, au niveau du profil, on peut très bien être avec quelqu'un qui est sur un niveau CAP, BEP dans l'exemple de Denis, donc qui se forme sur le CAP dans un environnement particulier, comme on va pouvoir être sur des niveaux licence, master. Il n'y a pas d'environnement entreprise spécifique. C'est pas spécifiquement pour les métiers du tertiaire ou les métiers de l'industrie, et c'est pas spécifiquement pour des niveaux de certification minimum. Alors, pas de durée minimum, hein, mais effectivement, si on envisageait, on pousse à l'extrême, hein, une mise en situation de 5 minutes, ce ne serait pas intéressant parce qu'effectivement, derrière, il faut mettre en place une séquence réflexive qui prendrait plus de temps que la mise en situation. Donc voilà, sur le principe, pas de durée minimum, mais c'est néanmoins une modalité qui demande à pouvoir être un peu exploitée, entre guillemets, au cours de la séquence réflexive et où on est un peu de matériaux à discuter finalement. Oui, effectivement. Après, il y a un process, il y a une formalisation. Donc la formalisation, elle est partie prenante de l'organisation de la modalité, donc ça suppose qu'il y ait du temps par rapport à cette formalisation. Donc tout ce qui va être en deçà de la journée, on va dire, on pourrait prendre cette variable-là. On est quand même sur des processus de 7 heures si on devait donner une durée, mais elle n'est pas fixée par la loi. Non. Comme il n'y a pas un ou des secteurs d'activité, parce que c'est une autre question, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité où la FEST n'est pas favorable? Dans l'absolu, non, sauf qu'il y a des limites plutôt par rapport à un secteur, mais par rapport au type d'activité. Et ça, on va y revenir après. Il faut par exemple pas que l'activité risque de mettre en danger la sécurité de la personne. Dans ce cas-là, c'est impossible d'avoir une situation de travail apprenante et on ne pourrait pas mettre en place une action de formation en situation de travail. Autre question, quelle différence avec le tutorat? À quel niveau se met en place la FEST, TOPCO, branche, entreprise, session, individu? Et puis on a encore une question sur la FEST finance-t-elle des projets de reconversion professionnelle? Alors, sur le financement, j'y reviendrai tout à l'heure. Je botte pas en touche, mais c'est prévu que j'aborde la question de la reconversion avec le financement. Donc, je vous demande un tout petit peu de suspense jusqu'à la partie où ça va être abordé. Sur la différence avec le tutorat et sur à quel niveau se met en place la FEST. Donc, le tutorat classique, donc on est sur un tutorat d'accompagnement, par exemple, mettons le tuteur d'un stagiaire qui est en contrat de professionnalisation. Donc le tuteur, effectivement, et c'est ce qui est comparable avec le formateur à FEST, c'est quelqu'un qui est volontaire, c'est quelqu'un qui a des compétences dans l'entreprise par rapport aux situations de travail, sauf que il est dans une approche un peu plus indirecte quand on est au niveau de l'action de formation en situation de travail, puisque c'est l'apprenant qui est on va dire, sur le devant de la scène, qui réalise les mises en situation. Et le formateur à FEST, lui, il est, entre guillemets, un peu en back-office, c'est-à-dire qu'il vient regarder ce qui se passe, mais il laisse l'apprenant découvrir, réaliser l'activité, être dans la situation de travail, on va dire, normale. Et ensuite, il va aider, pendant les phases réflexives, à formaliser ce qui a été fait, ce qui aurait dû être fait, ce qui était nécessaire d'un point de vue qualité, etc. Le tuteur en entreprise dans le cadre du contrat de professionnalisation, lui déjà, il fait le lien entre un référentiel de formation et un référentiel de certification, c'est-à-dire qu'il doit veiller à ce que ce qui doit être abordé pendant les temps en entreprise du contrat de professionnalisation sont bien abordés pour que le référentiel de certification soit couvert, hein, avec un suivi et des grilles par rapport à la certification qui est celle du contrat de professionnalisation. Donc on est dans une approche différente, puisque là, dans le cadre de la partie en entreprise du contrat de professionnalisation, l'apprenant, il est en train d'essayer de mettre en pratique tout ce qu'il a vu pendant la période en centre. Et le tuteur est celui qui l'accompagne dans ce cadre-là. Peut-être que Sylvie, tu veux compléter? Simplement sur la partie de ce que tu évoquais par rapport au tutorat, voilà, la différence qu'on va noter, c'est l'animation de la séquence réflexive, hein, qui va être importante là dans le cadre de la FEST et qu'on ne retrouve pas forcément dans le cadre du tutorat, hein. On peut le retrouver dans certains cas, mais ce n'est pas systématique. Oui, il n'y a pas la même formalisation, il n'y a pas les mêmes obligations juridiques non plus, puisque le cadre est différent.
D'autres remarques ou d'autres questions? Je pense que je reprends le fil du chat. On a traité toutes les questions. Alors, on vous propose de continuer sur une deuxième partie par rapport à la mise en œuvre de la FEST. Alors, on ne pourra pas détailler tous les éléments avec des guides de procédure, etc. On va être plutôt sur les points de vigilance, les facteurs favorables, se poser la question du financement et des bénéfices, qu'ils soient directs ou indirects, quand on met en place une action de formation en situation de travail. Donc se pose déjà nécessairement, et on l'a déjà vu en posant la définition, la question de l'opportunité et de la faisabilité. Donc dans le cadre de la mise en place d'une action de formation en situation de travail, il y aura toujours en amont une étude de l'opportunité. Est-ce que c'est opportun de mettre en place ce type de modalité dans cet environnement d'entreprise-là, pour ces compétences et ces connaissances-là, avec cette personne dans ce cadre-là, etc. Et puis la question de la faisabilité, et là on va plutôt aller regarder les moyens, les ressources, les acteurs de la FEST, la période à laquelle la FEST pourrait être mise en place, avec là encore un questionnement. Ça peut être opportun mais pas faisable à un moment donné. C'est tout à fait possible. Comme ça peut, dès l'origine, quand on a fait une première phase de questionnement avec les acteurs de l'entreprise concernée, pas opportun du tout, parce que c'est pas la modalité qui permet d'atteindre les objectifs professionnels qui sont ceux qui sont recherchés. Donc là, on a essayé de synthétiser un petit tableau qui interroge sur la nature des compétences et l'environnement de travail, avec des facteurs qui seraient plutôt favorables et des points de vigilance. C'est pas exhaustif, c'est pour vous donner une première approche de ces questions d'opportunité et de faisabilité. Sur le volet des compétences, c'est vrai que c'est plutôt favorable. On est plutôt dans un environnement favorable quand les compétences qui sont celles qu'on veut travailler dans le cadre de la FEST sont des compétences qui ne sont pas disponibles immédiatement sur le marché du travail ou qui ne sont pas accessibles en dehors de l'entreprise. Il y a un savoir-faire très particulier que l'entreprise a sur une situation, sur un geste professionnel, par exemple. Imaginons même quelqu'un qui est là dans l'entreprise, qui a ce geste professionnel avec une certaine qualité pour la fabrication d'outils, que ce salarié, il a beaucoup d'expérience, mais comme tout le monde, il va à un moment donné partir en retraite, et que se pose la question de remplacer ce salarié. Ça peut être très intéressant de mettre en place une AFEST pour le transfert de ce geste technique particulier qui n'existe pas forcément avec tous les éléments qui vont avec en dehors de l'entreprise. Donc c'est intéressant aussi quand il y a les compétences qui sont à travailler nécessitent un diagnostic de situation. Il faut pouvoir prendre en compte plein de paramètres. C'est le cas dans l'exemple de la clinique vétérinaire. Il faut pouvoir regarder, il y a des choses visuelles, il y a des choses de l'ordre du toucher, il faut regarder la réaction des propriétaires de l'animal, surveiller la réaction de l'animal, regarder aussi le vétérinaire pour pouvoir l'alerter s'il y a une problématique. Les compétences supposent aussi de pouvoir s'adapter à des aléas, à des variations. On change de matériaux, on travaille parfois avec de l'aluminium, parfois avec de l'acier, et puis ça ne réagit pas de la même manière, il faut plus ou moins chauffer les pièces, etc. Donc ça, c'est des choses pour lesquelles la FEST apporte une dimension très intéressante. Au niveau des points de vigilance, par contre, point numéro 1, on ne pourrait pas mettre en place une AFEST seule pour couvrir l'ensemble des compétences et des connaissances d'un métier. Ça serait beaucoup trop large. Comme on ne mettra pas en place, et ça c'est même barré complètement comme pas possible, une AFEST qui exposerait l'apprenant à un possible risque, à un possible danger, puisque ça le met dans une situation qui n'est pas possible. Ça serait également pas envisageable de mettre en place une action de formation en situation de travail si la personne est amenée à faire uniquement des tâches répétitives qui ne permettent pas une progression pédagogique, puisqu'il faut qu'il y ait une marge de manœuvre possible, il faut pouvoir faire différentes situations pour pouvoir mesurer les évolutions, et puis qu'on est sur un parcours pédagogique, donc on est sur une progression avec l'atteinte d'objectifs. Niveau environnement de travail, on l'a déjà
dit de façon indirecte, les éléments favorables, c'est que la direction porte l'activité et soit partie prenante dès le démarrage au projet, avec une communication, avec un soutien, que toutes les parties prenantes soient associées, volontaires, motivées par rapport à la démarche. Plus elle est partagée dans la sphère de l'entreprise, plus elle va facilement se mettre en œuvre et plus on peut être dans une logique de réussite. Il faut pouvoir adapter les plannings, il faut pouvoir ménager un droit à l'essai, un droit à l'erreur. Il faut que des équipements soient disponibles. Il faut pouvoir avoir, si on est sur la question des marchés publics qu'on a évoqué tout à l'heure avec Nadia, il faut quand même qu'elle puisse avoir accès à un ordinateur, à une clé de signature électronique, etc. Il faut pouvoir identifier ce qui fait référence au niveau des situations de travail et au niveau de l'entreprise. Il faut pouvoir libérer du temps pour les acteurs, notamment aussi pour le formateur qui accompagne l'apprenant. Ce qui serait de l'autre côté plutôt des points de vigilance, ça serait un manque de communication à l'interne autour de la modalité. Ça serait vouloir organiser une action de formation de situation de travail au moment d'un pic d'activité. Parce que même si on a bien fait les choses formalisées, planifiées, si on est en plein pic d'activité du point de vue de la production, on va avoir du mal à desserrer cet étau de la production pour le droit à l'erreur. Et puis ça serait compliqué, c'est un point de vigilance aussi, de le faire à un moment donné où on manque de personnel parce que il y a des personnes en arrêt maladie, il y a une personne qui vient de démissionner et que il faut vite former quelqu'un d'autre, même si c'est par rapport à un geste spécifique et technique dans l'entreprise, ça peut générer des tensions parce qu'il y a ce côté production à côté qui doit continuer. Et il faut quand même avoir le temps d'accompagnement qui est mis en place. Oui, peut-être pour illustrer cet axe-là, l'axe de saisonnalité, l'axe ne pas se trouver à un moment où on est vraiment en pic d'activité. Je ne sais pas si vous avez pu prendre connaissance de la petite vidéo qu'on avait réalisée avec Alexia, où j'évoquais un exemple de l'expérimentation au sein d'une jardinerie. Par exemple, monter une ou des AFEST au sein de la jardinerie au moment de la fête des mères, c'était pas souhaitable du tout, parce qu'on était sur un gros pic d'activité et que, comme le disait Alexia, il faut desserrer les taux de la production ou en tous les cas les taux de l'arrivée des clients au fil des heures et que là, ça n'aurait pas été réalisable dans de bonnes conditions pour tous. Comme on n'organisera pas une AFEST là au moment du déconfinement dans les magasins de jouets juste à la période de Noël. Même problématique, voilà, ça permet pas de faire dans de bonnes conditions en ménageant du temps avec la possibilité d'accompagner correctement la personne. Donc vous voyez, c'est difficile d'être exhaustif sur l'opportunité, la faisabilité. Là, on va travailler avec des grilles de questionnement par rapport à l'entreprise et aux différentes parties prenantes pour être sûr de l'opportunité et ensuite de la faisabilité. Et ça, c'est des phases essentielles qu'il faut mener pour que le processus puisse ensuite bien fonctionner. Alors, on voulait aussi revenir sur la question du financement. Alors, on l'a déjà évoqué un petit peu indirectement dans le cadre des premières questions. Ce que dit la loi, c'est que selon les modalités de formation, donc toute modalité de formation qui compose un parcours pédagogique, les conditions de prise en charge par les financeurs peuvent être différenciées. Donc, en fait, la FEST, il ne faut pas vous imaginer qu'il y a forcément un financement dédié à FEST. En fait, c'est une modalité pédagogique d'un parcours. Comme toute modalité pédagogique d'un parcours, elle peut être financée parce qu'il existe des dispositifs de prise en charge, des actions de développement des compétences. Donc, on va pouvoir asseoir la FEST sur un parcours qui va être pris en charge à travers différents types de dispositifs. On l'a déjà évoqué, donc le plan de développement des compétences, le compte personnel de formation, les dispositifs en alternance. On peut imaginer une AFEST sur un parcours conventionné financé par la région, sur un parcours Pôle emploi. Tout est imaginable, c'est l'ingénierie du montage, c'est l'ingénierie de formation qui va faire l'intérêt ou pas de positionner la FEST. Alors, il est vrai par contre qu'il peut y avoir des priorités de financement. C'est-à-dire que ce n'est pas un financement dédié à FEST, c'est simplement que sur certains dispositifs, le fait d'avoir une ingénierie spécifique donne entre guillemets des points supplémentaires au dossier qui est monté et peut permettre de faciliter une prise en charge quand il y a beaucoup de dossiers et beaucoup de demandes. C'est le cas en région Bourgogne-Franche-Comté sur les projets de transition professionnelle.
On évoquait tout à l'heure la question de la reconversion professionnelle. Donc, les CPF de transition professionnelle qui sont gérés par Transition Pro Bourgogne-Franche-Comté pour notre périmètre géographique, il faut savoir, en tout cas, c'était le cas pour l'année 2020, qu'il y a des points supplémentaires quand il y a des ingénieries spécifiques de parcours de formation qui sont mises en place, notamment avec des parcours AFEST. Alors, ça ne veut pas dire que votre dossier va passer avant tous les autres, parce qu'il y a beaucoup de critères de priorité. Il y a des priorités qui sont fixées au niveau national par France Compétences et il y a des priorités locales qui sont fixées par le conseil d'administration de France de Transition Pro Bourgogne-Franche-Comté. Mais en tout cas, ça peut permettre à votre dossier, sur les différents critères de priorité, de peut-être remonter un petit peu dans la pile des dossiers et d'être plus facilement pris en charge. Ça peut être le cas aussi chez certains opérateurs de compétences au niveau du plan de développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés. Donc les opérateurs de compétences, les OPCO, aujourd'hui accompagnent d'un point de vue financier uniquement le plan de développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés. C'est là où il peut y avoir des systèmes de remboursement et dans ce cadre-là, certains opérateurs de compétences mettent des priorités sur des modalités particulières au niveau pédagogique, notamment sur la FEST. C'est le cas notamment sur l'OPCO Mobile. Je vous donne juste un exemple, mais après il faut aller voir les conditions générales de prise en charge votées par chacun des conseils d'administration des opérateurs de compétences. Un exemple, l'OPCO Mobilité pour la branche des services de l'automobile priorise les actions de formation en situation de travail sur le plan de développement des compétences des moins de 50 salariés. Donc, il y a une priorité de financement pour les services de l'automobile au niveau de l'OPCO Mobilité. Après, les opérateurs de compétences ont un rôle global d'accompagnement par rapport à la FEST. La loi, le Code du travail dit que les OPCO accompagnent les salariés, les entreprises et font la promotion de deux types de modalités, les modalités de formation à distance et l'action de formation en situation de travail. C'est de la communication. La loi dit qu'ils doivent accompagner en communiquant sur ces modalités. C'est pas du financement. Mais la plupart des OPCO peuvent intervenir dans l'accompagnement à la réflexion par rapport à la FEST, puisqu'ils ont dans leur volet de financement de l'argent spécifique pour tout ce qui est du diagnostic et de l'accompagnement à travers ce qu'on appelle les frais de gestion d'information et de mission. Donc, beaucoup d'OPCO peuvent, s'ils ne financent pas le parcours en tant que tel, accompagner en amont sur la phase de questionnement, opportunité, faisabilité. Donc, je donne un exemple dans ce cadre-là aussi. Il y a Uniformation qui met en place des ateliers pratiques avec des kits et des outils et ils financent du pré-diagnostic par rapport à la mise en place d'une AFEST. Donc là, l'injonction, c'est d'aller regarder en fait dispositif par dispositif, financeur par financeur, les priorités qui peuvent être faites. Mais il faut tordre l'idée, il faut tordre et complètement remettre en cause l'idée que AFEST égale financement. C'est loin d'être le cas. C'est une modalité et elle est financée comme une autre modalité. Et donc, comme pour toute autre modalité, s'il y a financement, il y a traçabilité. Ça veut dire qu'il faut organiser non seulement par rapport au processus pédagogique, mais aussi par rapport à des traces matérielles de réalisation de l'action de formation. Donc, la loi dit que toutes les informations relatives à l'organisation du parcours doivent être rendues accessibles par tout moyen aux bénéficiaires et aux financeurs. Donc ça vaut pour la FEST comme pour d'autres modalités. Que la réalisation d'une action de formation doit pouvoir se justifier par tout élément probant. Donc, on est sur quelque chose de très large, on est sur une sorte de présomption de confiance par rapport aux opérateurs qui vont mettre en place la FEST, que ce soit en interne, puisque ça vaut pour la formation à l'interne, l'entreprise doit aussi justifier de l'organisation et de la réalisation pour se faire financer, que ce soit par rapport à un organisme à l'externe. On va appliquer des méthodes de faisceau d'indices concordants, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte toute une variété possible de preuves qui vont aller de la feuille d'émargement classique à la copie des plannings, au compte-rendu des phases réflexives, aux vidéos qui peuvent être enregistrées, à l'analyse du poste du travail qui a été faite en amont, au compte-rendu des évaluations, etc. etc. Et la plupart du temps, notamment quand les AFEST sont réalisées sur le plan de développement des compétences avec des opérateurs de compétences, le financeur va vous demander un certificat de réalisation.
Donc le certificat de réalisation, c'est quelque chose qui existe dans le Code du travail depuis la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, mais qui a retrouvé, un peu plus de visibilité avec la crise Covid et puis le premier confinement, puisqu'en fait, le terme certificat de réalisation est dans le Code du travail depuis le 1er janvier 2019, mais le ministère du Travail n'a proposé un modèle type que là, au mois de mars 2020, avec le premier confinement, parce que se posait justement la question des modalités de preuve sur les formations tout à distance. Et donc, vous le trouvez facilement sur le site du ministère du Travail. Il permet d'indiquer le pourcentage de réalisation et de lister les modalités de preuve que vous pouvez mettre à disposition du financeur pour expliquer que le parcours AFEST a bien eu lieu de telle date à telle date, avec telle durée. Alors, en résumé, puisque voilà, on arrive sur la dernière ligne droite ensemble, on peut se dire que finalement, la FEST, c'est une modalité de formation qui s'avère quand même plus exigeante que d'autres modalités. Alors, plus exigeante, notamment au départ, quand on n'a pas les repères, les outils et puis les méthodos. Alors, plus exigeante, pourquoi? Alors, et pour qui? Surtout pour l'entreprise, parce qu'effectivement, il y a toute la partie montage de la FEST avec l'ingénierie et l'analyse de l'activité, de la situation de travail envisagée. Il y a bien entendu l'accompagnement, si on est sur un formateur interne à FEST, l'accompagnement du formateur, sa montée en compétences, notamment sur la séquence réflexive, qui se rapproche quand même on le disait en intro, on y est parvenu, mais de l'entretien d'explicitation. Donc ça s'accompagne en montée en compétences. Sur l'aménagement qui va être fait, l'aménagement peut-être des plannings ou l'aménagement de la production ou l'aménagement de l'organisation du travail dans le secteur d'activité concerné. C'est un temps où on va perdre du temps. Donc il faut, on est sur un temps en situation de travail réel, mais à des visées formatives. Donc il y aura vraiment une perte de temps associée, c'est sûr, et puis donc une baisse de la production, de la productivité associée, forcément. Pour l'apprenant, donc, ça générera forcément une attente derrière de la direction et des collègues de mettre en place ce qui a été acquis. Étant donné qu'on est au cœur de la situation de travail, il y a une attente d'opérationnalité et une exigence qui peut être associée et dont il faut avoir conscience. Pour les autres parties prenantes, alors que ce soit formateur AFEST ou architecte, formateur externe, etc., plus exigeante du côté de l'individualisation, de la personnalisation de l'action de formation, qu'on va vraiment mettre en lien finalement avec les besoins de l'entreprise et les situations de travail en tant que telles. Et puis, il y a le formalisme dont parlait Alexia aussi qu'il faut y associer. Alors, l'AFEST, c'est plus exigeant, mais c'est aussi plus efficace. C'est-à-dire que pour l'entreprise, ça peut répondre vraiment à un enjeu économique ou à un enjeu de qualité de prise en charge ou à un enjeu de préservation de savoir-faire, d'expérience. Et on sait que ça, c'est un enjeu fondamental pour les entreprises, même si d'autres enjeux sont arrivés dernièrement du point de vue économique et du maintien de l'activité de l'entreprise et des emplois. Mais en tous les cas, cette question de comment on fait en sorte de repérer les savoir-faire d'expérience et de les transmettre, la FEST, là, est vraiment complètement adaptée à ce type d'enjeu. Il y a une attente aussi de mise en œuvre plus rapide de ce qui est appris, donc moins de tâtonnement dans le travail. On est davantage avec l'apprenant qui a suivi une formation à FEST dans le cœur de la situation de travail, donc dans la capacité à s'adapter plus facilement que si ça avait été fait peut-être en centre et donc déconnecté de la situation réelle de travail. On peut être sur une optimisation du budget formation à moyen terme, dans le sens où effectivement, on le met en lien avec le côté plus opérationnel, moins de tâtonnement, donc on forme au sein de l'entreprise à ce qui se passe dans la réalité de l'entreprise et donc on gagne en performance, entre guillemets, et en développement de compétences pour les salariés. Et puis pour l'entreprise, ça peut être aussi effectivement de l'efficacité liée au fait qu'elle puisse monter ses propres AFEST ensuite, qu'elle ait vraiment une autonomie pour
les mettre en place sur différents types d'activités et auprès de différents salariés. On a pu voir d'ailleurs dans l'expérimentation que les collègues des apprenants qui ont pu réaliser des AFEST ont été très intéressés par cette modalité de formation et que derrière, il y a eu des demandes d'être pour eux-mêmes formés aussi en AFEST. Donc, ça a pu développer aussi une appétence pour les collègues qui avaient vu comment ça se passait et qui étaient intéressés par le fait d'être vraiment au cœur de cette situation de travail. Pour l'apprenant, effectivement, on en revient à ce qu'on disait, la formation, elle est contextualisée, elle est opérationnelle et surtout, elle donne du sens à travers la séquence réflexive. Alors, sous réserve que, effectivement, le formateur soit bien dans cette logique d'échange réflexif et de co-construction, c'est-à-dire l'apprenant et le formateur échangent autour de la situation de travail sans jugement de part et d'autre et dans une volonté vraiment constructive. Et ça peut donner du sens au travail. Ça favorise la confiance en situation. Et puis, ça peut amener une reconnaissance associée pour l'apprenant, mais aussi, et on le voit juste en dessous, une reconnaissance associée pour le formateur interne AFEST et une acquisition de compétences sur la partie réflexivité. Si on regarde alors les bénéfices directs, bien sûr, liés à l'acquisition des compétences, mais aussi, on le disait, pour le salarié, il est vraiment acteur de sa formation puisqu'il est en situation réelle de travail dans le cadre de la FEST. Il est conscient de ce qu'il a appris. Il peut donner ou redonner du sens au travail, c'est ce qu'on disait. Ça peut développer sa confiance et avoir un impact sur son parcours professionnel, c'est-à-dire lui donner envie de poursuivre par d'autres formations en situation de travail sur des activités qu'il n'avait pas forcément imaginées au départ. Pour l'entreprise, comme on est vraiment à proximité de sa culture, de son organisation, de ses moyens, effectivement, ça joue sur la performance, ça joue sur le maintien de sa qualité ou de son service. Et puis, on le disait vraiment de manière épisodique tout à l'heure, sur la prévention des risques et sur les savoir-faire de prudence sur lesquels il est important souvent de s'attarder. Et la séquence réflexive peut vraiment aider à repérer ce qu'il faut mettre en place pour préserver sa santé dans certaines situations de travail. Et puis pour les autres parties prenantes, donc une posture d'analyse du travail et de facilitation avec la réflexivité comme axe fort. Là, on est sur des effets bénéfices directs. Il y a aussi des effets indirects qui ont été relevés lors de l'expérimentation et puis qui continuent à être relevés dans le cadre de ce qui peut être travaillé en AFEST au sein des entreprises. Sur l'organisation du travail, la séquence réflexive, ce qui est aussi intéressant, je vous parlais de co-construction entre l'apprenant et le formateur, c'est que ça peut aider à mettre en évidence, par un œil un peu novice de l'apprenant, des dysfonctionnements qui peuvent exister dans le travail. Et qu'on n'est pas dans une posture de revendication ou de quoi que ce soit, on est simplement dans un échange autour d'une situation de travail telle qu'elle s'exerce et que ça peut permettre de mettre en évidence et d'apporter des améliorations à certaines situations de travail. Ça peut amener aussi des vrais échanges intéressants et des vrais changements de posture en termes de management. On s'en est rendu compte parce que dans certaines expérimentations, le formateur AFEST était le manager de l'apprenant et que ça a pu faire bouger des lignes et réinstaurer de la communication là où il y en avait beaucoup moins. Ça peut jouer aussi bien sûr sur le dialogue social et professionnel, sur les collectifs de travail et puis sur l'appétence effectivement des autres salariés pour la formation et notamment de salariés qui n'ont pas une motivation forte pour aller se former en dehors de leur entreprise et à qui ça peut redonner une véritable envie de pouvoir développer d'autres compétences, mais au cœur de la situation de travail là aussi. Donc, tous ces effets, on vous propose de les revoir avec des exemples d'AFES dans une petite vidéo qu'on va vous proposer qui est relativement courte. On va directement, parce que le temps a passé très vite, lier la vidéo au temps de questions-réponses. Donc, vous pouvez poser vos questions via le chat en parallèle de la diffusion de la vidéo. Donc, je laisse la main à la collègue pour qu'elle puisse partager son écran et diffuser cette petite vidéo sur l'AFES. N'hésitez pas directement aussi à poser vos questions. Comme ça, Sylvie et moi, on va regarder en parallèle. Et puis, on prend un petit temps de questions-réponses pour terminer cette conférence après la vidéo.
Alors, on a bien la diffusion, mais on n'a pas le son, Maud. Alors, je vais essayer par un autre moyen. Une petite cisaille, là. Vous avez le son? Oui, il faut que tu le mettes un peu plus fort et ça sera bon. Alors, Au maxi de ce que tu peux faire. De mon côté, je suis au max. Bon, alors on l'entend très 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 loin. Est-ce que c'est mieux? Entreprise, j'ai un salarié d'expérience qui va partir en retraite d'ici quelques mois. Je suis inquiet car il est le seul à maîtriser parfaitement le travail du verre au cheminot. Une formation a bien été mise en place avec les nouveaux pour reproduire ce geste, mais ça ne marche pas. Le rendu n'est pas le même, la qualité n'est pas au rendez-vous. On a des coupures. Ouais, on a Ouais. pas mal de petites coupures. On a Hein. des Je pense coupures. qu'on utilise pas mal de bandes passantes et que ça passe pas très très bien. Après, comme le temps est limité et qu'on est presque à la fin de la conférence, ce qu'on vous propose, c'est de vous envoyer le lien vers la petite vidéo pour que vous puissiez la voir après. C'était une petite synthèse. Hein. C'est le point sur les différents effets de la FEST tels que Sylvie les a présentés, hein, les bénéfices directs et indirects, avec d'autres exemples que ceux qu'on a évoqués ensemble. Donc, comme ça ne passe pas très bien d'un point de vue réseau, on va directement passer à la phase de questions-réponses, sans pour autant vous empêcher de voir le film. Il n'y a pas de souci, on vous l'enverra avec le support pour que vous puissiez le regarder tranquillement. Et on reste disponible, bien sûr, Sylvie et moi, pour toutes les questions que vous auriez en lien avec la diffusion de la vidéo. Alors, il y a quelques questions qui sont arrivées pendant le test. Donc, par rapport à la formation en distance, y a-t-il en réflexion dans un futur proche une mesure d'encadrement quant à la limite du temps à effectuer et la quantité de travail? Alors ça, je vous répondrai à part parce qu'on sort du cas de figure de la FEST. La FEST reste une solution pour des solutions techniques, mais pas tellement pour des situations de travail relationnel, secteur du travail social par exemple. Alors, pas forcément. Alors, non, pas forcément. Effectivement, ça peut être sur du domaine technique, mais sur du travail social, par exemple, quand on est sur de l'accompagnement de certains types de publics, il y a tout un tas d'éléments à prendre en compte, de points de vigilance à avoir, et dans l'approche qu'on a vis-à-vis de ce public, et dans la connaissance des différents partenaires qu'on peut mobiliser pour accompagner un public au niveau social, et que ça, le travailler en AFEST, ça peut être très éclairant pour un apprenant. On a une autre question sur le fait qu'il existe des expériences AFEST collectives. Oui, il en existe. Il en existe avec des mises en situation collectives et puis des temps de réflexivité collectif là aussi, où on reprend ensemble les éléments de la situation de travail évoquée en mise en situation, et où il peut même y avoir des échanges partagés. Hein, donc, ce n'est pas ce qui se fait le plus, mais ça peut se faire sous certaines conditions, et surtout la condition de bien prendre en compte le positionnement de chacun et chacune en amont et associé à l'évaluation. Autre question, dans le cas d'un projet de transition professionnelle, quand s'organise la FEST pendant le stage en entreprise? Alors, particularité, la FEST c'est une modalité, ça dépend un petit peu de la certification qui est visée, parce que le projet de transition professionnelle, il vise une formation certifiante, il doit être adapté dans ses durées et ses modalités par rapport à cette formation certifiante. Donc, il y a plusieurs façons d'imaginer l'utilisation de la modalité AFEST dans un parcours projet de transition professionnelle. On peut même imaginer du temps en centre, du temps en situation de travail avec phase de réflexivité dans une première entreprise, donc organisation de la FEST avec une entreprise, et un stage pratique dans une autre entreprise. C'est des montages qui peuvent exister. La réponse au niveau du montage, c'est toujours la même, c'est que ça va dépendre des objectifs professionnels recherchés et puis des acquis de la personne, du positionnement de la personne.
Alors, j'ai pas mal de personnes qui disent aussi qu'elles doivent nous quitter parce qu'elles ont sûrement des engagements professionnels et puis qu'il est, c'est 15h59. Donc, de toute façon, nous sommes sur la fin de cette visioconférence et pas de souci. On vous remercie également pour votre participation. On a encore une petite question qu'on va prendre. Juste pour ceux qui nous quittent, après cette conférence, vous aurez, on vous enverra un questionnaire de fin de formation, hein, un questionnaire à réaliser en ligne. Vous aurez quelques petites questions d'acquis et puis surtout le volet satisfaction. Hein, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Et vous avez la possibilité, et ça Christine leur dira, de vous inscrire sur des parcours qui sont vraiment plus sur le volet mise en œuvre de la FEST, comment on fait une étude d'opportunité, une étude de faisabilité avec des propositions de grille, un outillage. Donc, il reste une question. Existe-t-il des guides pour aider les entreprises à repérer les situations de travail qui peuvent servir d'AFEST? Je réfléchis. Alors, il y a les opérateurs de compétences, certains en tout cas, comme Constructis, comme notamment, ont travaillé sur des kits pour la communication autour de la FEST en entreprise. Alors, il y a ce volet identification des situations de travail, mais c'est, comment dire, sans que ça soit du tout péjoratif, les guides ne vont pas dans le détail sur l'analyse de la situation de travail. Il y a quelques clés d'entrée sur les situations favorables, défavorables et sur des points de vigilance. Ça, vous pouvez le retrouver sur un certain nombre d'OPCO qui ont travaillé la question. C'est ça. Il y a l'AEFA aussi qui a fait un guide avec un certain nombre de points de repère et de questionnements pour aller repérer justement les situations de travail. Mais voilà, c'est une première étape. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Donc, il est 16h01. On a atteint la fin de la conférence. Je vais redonner la parole à Christine pour renfort. Bien, écoutez, non, franchement, je suis très très contente. Je remercie beaucoup Sylvie et Alexia pour ce balayage à la fois donc de tous les points, mais à la fois précis et très clair pour expliciter justement ce qu'est la fête, parce qu'on voit bien qu'à travers les questions, ce n'est pas aussi évident que ça. Je pense que c'est normal aussi dans le sens où bon, c'est un dispositif qui est relativement récent et que bon, il faut aussi un temps d'adaptation, donc un temps justement comme on le fait aujourd'hui de compréhension. Bien, je pense que l'opération est réussie aujourd'hui, donc il n'y a pas de souci. Comme le disait également Alexa, donc Amphore propose donc la mise à disposition de 3 sessions à partir de mi-janvier pour justement s'approprier les différentes mesures, en tout cas s'approprier la mise en œuvre d'une AFEST pour les organismes de formation de façon à pouvoir eux-mêmes se les approprier. Par rapport à ça, je demande justement aux futurs inscrits et ceux qui sont déjà inscrits de s'engager dans cette session, mais d'aller jusqu'au bout parce que nous avons pas mal de demandes. Le nombre d'inscrits est limité à 12 personnes. Donc, nous vous demandons de vous engager et d'aller jusqu'au bout de la session pour éviter que les personnes qui étaient en attente auraient pu prendre la place. Et puis, je dis merci à tous les participants d'avoir aussi posé toutes les questions qui étaient nécessaires pour eux. Donc, je trouve que l'information était très très précise et surtout, enfin, j'ai tellement noté de choses que du coup, je ne sais plus vraiment quoi dire, mais j'ai trouvé très très intéressant c'est les exemples qu'ont mis Sylvie et Alexia, notamment dans le transfert de savoir et donc l'utilisation de la FEST qui peut être intéressant au moment des départs en retraite, le développement des compétences, notamment dans le cadre du projet de transition professionnelle, et je pense aussi à un nouveau dispositif qui vient de naître là récemment, c'est le fameux dispositif de transition collective qui pourrait être un enjeu pour la FEST.
l'utilisation de la FEST dans ce nouveau dispositif mis en œuvre par le ministère. Donc bon, tout ça c'est encore à comment dire à réfléchir, à observer, et je pense qu'on aura d'autres rendez-vous autour de la FEST dans le courant 2021 pour faire évoluer les choses, pour mieux comprendre encore et mieux mettre en œuvre encore la FEST. Donc voilà en gros ce que je peux dire par rapport à tout ça. Donc je remercie encore une fois Sylvie et Alexa, vraiment très contente pour votre intervention, vraiment très bien. Merci à vous et merci aussi à tous les participants. Merci Christine et merci à tous et toutes. Eh bien, je vais finir par dire merci, je ne vais pas être très originale. Merci à tous, très très bonne journée. Donc le support avec le lien vers le questionnaire de fin de formation vous est envoyé sur vos adresses mail. Voilà, on va faire passer tout ça par renfort, par Christine. Et puis au plaisir de vous retrouver éventuellement donc, sur les parcours de mise en œuvre de la FEST, sur les sessions qui démarrent dès la mi-janvier. Hein. Donc la première, ça arrive très très vite. Donc n'hésitez pas à vous inscrire ou à nous redemander des informations. Et puis bonne suite et peut-être bonne réflexion sur la mise en place de la FEST dans les semaines qui viennent. Tout à fait. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Au revoir à tous. Au revoir.